pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 58. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va encore parler de Cinoche. Il faut croire que c'est la saison. Et peut-être en mal, je ne sais pas. Enfin, After Eight va mériter son nom. Puisqu'on va parler de Ready Player One. Un film que j'ai vu en compagnie de mes camarades. Allez, dans l'ordre. Benjamin François, alias Quix. Salut Daniel. Et celui qui ricane sous sa barbe. Le montagnard fou, comme on l'appelle dans son école. Stéphane Boulet, alias Plugin Baby. Si on l'appelle comme ça dans son école. Oh, on est mal barré, hein. On est mal barré. Bah, bonsoir Benjamin, bonsoir Daniel. Oui, le montagnard, tu fais bien de le dire, parce que là, figure-toi qu'il neige en ce moment. Alors, on avait prévu de faire cet épisode un dimanche, mais vous étiez tellement... je sais pas comment dire. On était impatients d'en parler, je pense. Ouais, vous étiez à donf. Donc, on a gros sur la patate, je pense. Je crois que c'est le mot. C'est le mot. Et je vous dis en plus, j'ai pas fait l'enregistrement de nos ciné parce que j'étais trop fatigué, mais aussi parce que je sais qu'ils étaient tous à fond dedans. Et du coup, je me suis un peu découragé. Et je me suis dit, je vais en parler avec des modérés de l'opinion. Donc, on va parler de Ready Player One. De Ready Player One. Et on va aussi parler un petit peu dedans. On va parler peut-être sans doute de Pacific Rim 2, Pacific Rim Uprising. Bah, on l'a tous vu, je crois. Papa, tu l'as vu aussi? Ah non, mais vous déconnez pas. Ah, tu l'as pas vu, d'accord. Quand il est pas payé pour les regarder, il les regarde pas. Hein. C'est au bout d'un moment, 14€ la place, ça revient vite cher la blague. Hein. Alors, donc, $16.50, merci. Hein. Je peux vous dire, si on atteint les $3000 au Patreon, on va faire les Pacific Rim Ciné Battle. Bon, moi, ça va aller vite. Ouais, exactement. Tu voulais commencer, Benjamin, en rendant un hommage à quelqu'un qui nous est cher et qui est presque un peu notre mentor. Ben oui, je voudrais rendre hommage à notre président, Christophe Salengro, qui nous a quittés aujourd'hui, puisque donc on enregistre ce vendredi. Et voilà, notre président, mine de rien, c'est un peu un mec qui nous a accompagnés pendant des années, même si ça fait longtemps que j'ai pas regardé Groland, mais ce type-là était formidable. Il avait une capacité à faire rire tout en gardant une espèce de sérieux et de ridicule qui était absolument merveilleux. Il avait donc, de la hauteur, quoi. Ouais, il était fantastique. Et donc, voilà, monsieur le pré-bilan, c'est l'heure du Zidan. Et il me manquera. Voilà, il me manquera, Christophe Salengro. Et je voudrais ajouter que j'ai eu la chance de le rencontrer une fois, et j'étais même chez lui. Donc, c'est vraiment un grand honneur que le président de notre présipoté nous a fait. Mm. Et je trouve que les mecs de Groland lui rendent un hommage qu'il aurait sans doute apprécié, c'est-à-dire... Ils le prennent un peu à la rigolade, c'est-à-dire finalement, est-ce que rigoler de la mort, ce serait pas vraiment le dernier pied de nez que tu peux faire? Il était malade depuis 2 ans et du coup, il passait en image d'archive en fait dans Groland. Il avait intégré le fait qu'il était devenu un président malade et il en rigolait lui-même, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est un mec fabuleux et un mec qu'on n'a pas vu assez au cinéma, puisque en général, si on le voyait au cinéma, c'est quoi? C'est dans un film de... on le voyait dans Michael Cull contre le World Company. Où c'était des 4e rôles, quoi. C'était vraiment... Ouais, voilà, c'était du... il avait pas le physique du jeune premier, voilà. Ouais. Mais donc c'est ça qui en faisait un type de choix pour Groland, en fait. C'est, voilà, à chaque fois, les mecs, ils cherchent des gueules, et ce type-là il avait une gueule, et c'était un grand bonhomme. Il me manquera. Ouais. On plombe l'ambiance dès le début, là. En même temps, j'ai envie de te dire, Groland, c'est quand même des mecs qui font des castings en disant au mec, écoute, faut que tu sortes les poubelles avec les couilles dans du papier alu, quoi. Mais ils font des castings dans les maisons de retraite, Groland. C'est ça qui est quand même formidable. Et je me rappelle d'une interview où ils expliquaient que quand ils allaient dans les maisons de retraite, il y avait des fois, ils se disaient non, mais ça, on peut pas leur demander. Et qu'en fait, les papis et les mamies, ils étaient à fond parce qu'ils voulaient limite en faire plus que ce qu'on leur en demandait parce que eux, ça les émarrait. Donc, moi, je trouve ça vachement salutaire, en fait. Je me souviens que Groland, ils avaient même coupé un sketch. J'étais outré qu'ils l'aient coupé parce qu'ils l'avaient coupé à un moment où il rendait hommage à les feux nulle part ailleurs. Et
Et donc, ils passent un de leurs meilleurs sketchs où ils font dire n'importe quoi à des petits vieux, avec la voix off qui dit « Et on leur fait dire n'importe quoi ». Et là, derrière, tu vois une petite vieille qui fait « Et il nous fait dire n'importe quoi ». Mais vraiment, ils disent n'importe quoi. Et la dernière phrase du sketch, c'est une vieille dame qui fait « Et j'aime la bite ». Et je sais pas pourquoi, à chaque rediff, ils ne mettent pas le dernier bout où t'as la vieille dame qui fait « J'aime la bite ». Donc, c'est à ce moment-là que Groland, tu vois, ils sont dérivés. Mais c'est ça, mais ça illustre bien ce que je dis. C'est que les petits vieux, tu leur fais jouer les trucs et ils sont tellement contents que, bah ouais, ils se lâchent et c'est pour ça que c'est drôle. Voilà, c'était mon actu un peu tristoun. Je suis désolé, je plombe l'ambiance dès le début, mais pour les gens qui sont venus pour entendre Ready Player One se faire défoncer, restez, hein, vous inquiétez pas. Non, mais After Eight aussi, c'est un endroit où on parle de ce qui nous touche et ça fait partie des choses qui nous touchent. Ah, puis Groland, c'est pop culture à fond, on peut pas dire le contraire. On a grandi avec ça. Papa, je suis sûr que tu as quelque chose de plus joyeux à nous raconter, ce que tu as fait cette semaine. Eh ben, écoute, tu veux la vérité ? Ouais. J'ai rien de plus joyeux à raconter. En fait, je n'ai plus rien à raconter parce que tout mon mana d'histoire a été drainé par 2 enregistrements successifs de Super Ciné Battle. C'est vrai, on a enregistré coast to coast. Voilà, donc de 2 enregistrements marathon. Là, on enchaîne. Là, ça fait le 3e épisode enregistré en 4 jours. Et on n'a pas enregistré hier, tu sais, déjà j'ai oublié. Non, on n'a pas enregistré hier, c'est bizarre. Hein. Donc j'ai l'impression d'être déjà avec toi hier. Donc je n'ai absolument plus rien à dire. si ce n'est juste... T'as pas reçu un bouquin ? Oui, bah évidemment, j'ai reçu un bouquin. D'ailleurs, je suis assez déçu, j'ai dû faire ma propre dédicace moi-même. Donc ça fait un peu bizarre. Mais juste, je tiens à prévenir que l'épisode de Super Ciné Battle qui arrive... On se moquait au début du Patreon en disant oui, l'épisode de 2 heures, ils vont pouvoir caser qu'une seule liste. Ben, on a failli le faire. On n'est pas passé loin. On a failli le faire, je crois que la première liste, elle dure 1h40. Oui, elle dure 1h30, ouais. Je l'ai monté hier. L'épisode est déjà prêt pour la semaine prochaine. Voilà. Et maintenant, il faut être un peu industrialisé, quoi. Et puis surtout, on a essayé de prendre de l'avance parce que bientôt tu pars en vacances. Mais oui, exactement, c'est ça. Vénard. Et donc, tu as reçu le bouquin, et donc le bouquin sort le 11 avril. Exactement, le 11 avril, c'est ça. Et on prépare un live de Super Ciné Battle le 28 avril. C'est ça. Et il y avait un truc dont je voulais vous parler tous les deux. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés une fois tous les 3 ? Est-ce que tous les 3 ensemble à l'anniversaire, les 10 ans de GK peut-être ? Papa, il était aux 10 ans de GK. Ah bah oui, mais on n'était pas dans la même pièce. Je crois que lui, il jouait à la batterie et nous, on jouait à Dance Revolution, quoi. Nous, on jouait à Dance Central de Harmonix au Kinect, rappelle-toi. C'est vrai. Et... C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Daniel. C'était la première fois qu'on se rencontrait. C'est vrai. Mais c'est vrai que, est-ce qu'on a été... On se connaissait bien pièce avant d'Internet, mais... C'est vrai. Oui, c'est vrai, parce qu'on s'est connus sur Usenet, ça date. Ouais, putain, merde. Est-ce qu'on a été dans la même pièce tous les 3 depuis ? Ben, je sais même pas, donc voilà. Je pense pas, parce que moi, après Benjamin, les seules fois où je te revoyais, c'était un des bons concerts, donc les endroits où tu vois pas Daniel. Et 2, c'était à Los Angeles au moment de l'E3, au moment où Daniel n'y était pas lui-même. Donc, c'est vrai. D'ailleurs, Daniel, voilà. T'as jamais fait l'E3 ? J'ai jamais fait d'E3. Ouais. Et moi, j'ai jamais fait le TGS, donc... Ouais. Bah écoute, faut à un moment il faut choisir. J'ai fait l'Alpe d'Huez, quoi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est vrai que t'as moins de chances de rencontrer Franck Dubos quand même à l'E3, quoi. Quoique, attends, on n'est pas à l'abri. On y croise des acteurs. Ouais. L'année dernière, j'ai croisé Manuel Ferrara, quand même, le fleuron de l'acting à la française qui vit aux USA. Mais c'est qui Je te laisserai Google, tu verras, il est très célèbre ici. Ah bah si tu me laisses Google, ça veut dire que je vais mal tomber. Ouais, ça veut dire active le Safe Search avant dans les images parce que si vous avez moins de 18 ans, ne cherchez pas Manuel Ferrara, s'il vous plaît. D'accord, c'est ce qui me semblait. Normalement, les moins de 18 ans nous écoutent pas. Alors que moi, c'est un des acteurs français les plus connus aux USA, les gars. Je suis désolé. Devant Yves Montand ? Ah bah largement. Yves Montand, plus personne connaît ici. Yves Montand, il a quand même sorti avec Marilyn Monroe, quoi. Oui, mais attends, mais Daniel, tu crois que les gens ici qui ont moins de 45 ans ils connaissent Yves Montand ? Non, bien sûr que non. Mais n'empêche, tu croises des gens vachement bizarres à l'E3 parce que moi, à l'E3, j'ai croisé, entre autres, Steven Spielberg, tu vois. Donc, finalement... Qui ? Et oui, c'est vrai. Voilà. Ne serait-il pas un peu comme un signe du destin que cette discussion s'enclenche comme ça ? C'est vrai. Et pour ma part, je vais vous raconter juste ce que j'ai fait avant. J'ai fait, vous savez que dans les achievements du Patreon, il y avait rebooté ma chaîne Twitch. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah écoutez, j'ai fait les frais, j'ai acheté un PC, j'ai essayé de tout faire bien, et tout a capoté.
Ah bah parfait, voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. J'étais avec Pouillot, donc. Il m'a dit, t'as testé avant? J'ai dit, ouais, alors j'ai fait le maximum que j'ai pu. Donc tu t'avais pas testé avant, en fait. Bah alors, j'ai jamais fait de launch, j'ai jamais fait de feed, j'ai jamais lancé sur le feed, mais je testais. Et j'ai jamais eu le son, en fait. Malgré, donc vous avez fait un stream muet. Alors, on n'avait pas le son, mais du coup, j'ai mis en YouTube. Tu voulais ton Oscar comme Azalivicius, en fait, c'est ça? Hein, Daniel, à vous. Non, mais sur YouTube, j'ai cherché musique Megaman X, et du coup, j'ai laissé passer les soundtracks de Megaman X sur YouTube. Oh, mais quel escroc. Bah écoute, pourquoi pas. Et puis à la fin, on s'est fini à l'Eurodance sur du Megaman. Vous essayiez d'attirer Pipo ou Non, mais on aime bien l'Eurodance, en fait, Pouillot et moi. Et Voilà, quand je vous disais que c'est impossible de croiser Daniel à un concert de qualité, c'est l'illustration première. Voilà. Non, arrête, je fais parfois des bons concerts. Je te rappelle que j'ai vu des stars, j'ai vu beaucoup de stars en concert. On rappelle que cet enfoiré a vu Nirvana en sachant pas qui c'était, donc. Ouais, non, mais c'est ça. Et il a vu de façon fortuite, donc non, ok, ça compte pas, quoi. Surtout. J'ai fait Nirvana sans connaître Dave Grohl. Non, mais ça, à la limite, à l'époque, pourquoi pas, quoi. Si ça se trouve, t'as vu Nirvana à époque Chad Channing, hein, ça se trouve, tu l'as vu sans Dave Grohl. Qui c'est que j'ai vu? J'ai vu James Brown, c'est pas mal, non? Ok. Ouais, il a un petit niveau, ça va. Je cite les morts pour que ça impressionne. C'est ça, Michael Jackson, tu connais? Non, c'est qui? Bon, voilà. Jamais entendu parler. Et donc, bon, bah écoute, c'était un Twitch un nouveau, je pense. C'était vraiment du bricolage, mais Pouillot a vraiment du skill sur Megaman, et donc ça m'a plu. Et alors, c'est la première fois que je vois avec du skill. Faut que je regarde, là. T'as donné envie d'un seul coup, tu vois, voir un truc inédit. Pouillot avec du skill. Non, il a vraiment du skill, il se débrouille vraiment bien, c'est ça qui est ouf. Tu sais qu'il t'écoutera, hein. Bah bien sûr, je sais. Mais tu sais ce que je lui réponds? Je lui réponds, pas de problème, je te prends quand tu veux à Smash Bros avec Snake. Et cette simple phrase va le faire pleurer, je le sais. Tu crois que ça va le déstabiliser? Ah ben je suis sûr, Ça va lui rappeler de mauvais souvenirs? Ah, je pense. Je l'ai vu quitter. Tu sais, ces pauses déjeuner qui se finissaient dans la mauvaise humeur plus d'une fois, avec le visage, tu sais, qui contenait sa rage. Parce qu'il est bien éduqué, Pouillot. En fait, il insulte pas les gens. Ouais, mais il a le regard, il a les yeux revolver, tu vois. Et il a le dégoût facile. Par exemple, j'ai déballé un amiibo en direct et il m'a regardé, mais comme si j'insultais sa famille, tu vois. Bah, comme si tu tuais un enfant devant lui, en fait. Ouais, non, c'est vraiment ça. Mais je peux comprendre que l'idée de devoir jouer à Smash Bros lui provoque du dégoût et lui donne envie de pleurer. Hein. Moi, j'ai le même problème. Hein. Oh non, arrête. Alors, bon, c'est pas le débat du jour. Quelqu'un m'a dit, est-ce que tu pourrais pas faire des Twitch avec Quicks de Injustice? Eh ben, écoute, faudrait que je le réinstalle. Mais mais je l'ai sur PC, moi, donc ça va être compliqué. Hein. Voilà. Mais maintenant, j'ai un PC, mec. Ah bah voilà, tu vas pouvoir racheter. En plus, Injustice, il est régulièrement soldé, le 1, hein, parce que j'ai pas le 2. D'ailleurs, je sais même pas si le 2 existe sur... Il doit être sorti sur PC, le 2. Oui, il est sorti sur PC, ouais. Écoute, oui, bah si tu veux, on pourra essayer. Mais si tu fais du Twitch plus du online avec les USA, enfin, on verra bien. Si c'est jouable. Je pense que oui, je pense que ça va être... Il y a moyen de rigoler, on peut essayer de voir. Bon, les gars, faudrait peut-être quand même qu'on commence à parler du sujet à un moment, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Ah bah écoute... Plein de choses à dire. À moins que vous vouliez faire un After Eight de 2 heures, mais bon, a priori, le palier, c'était pour Super Ciné Battle. Moi, j'ai pas signé pour ces conneries. Non. After Eight, on a dit que ça changeait pas. On a dit que c'était toujours la même bonne humeur, la même expertise. Donc... on n'est pas dans la merde. On peut passer à notre dossier sur les dents pipi au lit. C'est ta dernière chance de laisser tomber. Tu déconnes? On est à 5 contre 1. C'est 3 contre 1. Et comment tu comptes? Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les 2 derniers, ils se tirent toujours. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu. Ready Player One. Pour commencer, pour en parler, je vais d'abord demander à Benjamin François, qui est un peu notre expert littéraire de cette émission, puisque tu t'es tapé le bouquin, et tu as un peu, pas lancé les hostilités, mais tu as dit ce que tu pensais du bouquin. Malheureusement, j'ai lu les extraits que tu as postés. Oui. Ça m'a paru vraiment horrible. Et en plus, ce qui est terrible, parce que j'aime bien en fait l'auteur. En fait, l'auteur est assez drôle comme gars. J'ai vu du stand-up de l'auteur.
Il a fait du stand-up. Ouais, il a fait de la comédie, quoi. Enfin, c'est un comédien aussi. Enfin, il est comédien, il est acteur. Enfin, vraiment, c'est un mec qui fait plein de choses. J'en parlerai après. Mais du coup, j'aimais bien le gars et c'est un vrai nerd. C'est un vrai nerd et je crois sincèrement que c'est un vrai nerd. Ah oui, non, mais alors ça, j'en doute pas une seconde. Le type est certainement nerd, a certainement passé des heures à écumer tout un tas de jeux comme nous, on a pu le faire. Le truc, c'est que c'est pas pour autant que c'est un bon écrivain, quoi. Et de toute façon, je pense que j'ai déjà assez épilogué sur le livre. C'est pas tellement la peine de revenir dessus. Je retrouverai dans quel épisode j'en avais parlé, éventuellement, si des gens ont envie de s'infliger ça. Mais parlons du film. Voilà. Et le film, je suis en mesure de dire que, c'est moins affreux que le bouquin. Voilà. On va donner la parole à papa. Bravo les courageux, tu sais, c'est les mecs qui font c'est toi qui vas y aller. C'est toi, ouais, c'est ce qu'on appelle des moments Jerry Maguire. Ouais, tous avec moi. Et il se lève, il est tout seul. Voilà, exactement. Papa, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film? Toi, tu es rentré sans aucun a priori, évidemment. Le a priori que j'avais, c'est que j'ai vu la bande-annonce. Et puis la campagne marketing, c'est dur de pas avoir des a priori quand t'as vu ça, quoi. Voilà, alors déjà, oui, il y a cette chose qui est vachement importante, c'est que c'est l'un des pires films qu'on ait vécu d'un point de vue marketing, en tout cas cette année, de films récents. En fait, le Warner, ils sont vraiment pas subtils. Et ils en font des caisses et tout. Enfin, c'était assez oppressant en fait. Ce que tu viens de dire était un tweet sponsorisé. Hein. Oui, c'était un tweet parfaitement sponsorisé. Non, mais voilà, c'était vraiment super pénible à gérer leur truc avec leurs affiches qu'ils assument qu'à moitié ou pas. Enfin, bref, c'était assez compliqué. Donc, c'est un peu le problème, c'est que déjà t'arrives à cause des mecs du marketing, tu détestes le film d'entrée de jeu. C'est toujours un peu gênant. Non mais Warner qui tweet eux-mêmes probablement le meilleur film de l'année. Eux-mêmes, ils le tweetent. Oui, mais, genre, voilà. Mais les gars, mais bref. Voilà. Mais les mecs, c'est une semaine après Mektoub, quoi. Ils avaient fait un truc un peu similaire, c'est-à-dire que la sortie de Justice League, c'est pareil, ils avaient tout fait pour en faire des caisses parce que pour le coup Justice League, je pense qu'ils se doutaient que ça allait jouer uniquement en Day One. Mais voilà, c'est dans la catégorie communication bien relou. Warner, ils sont assez champions, ils se sont pas ratés une fois de plus là-dessus. Donc voilà, l'a priori que j'avais, c'était ça, c'était genre le marketing me mettait les couilles, la bande-annonce m'avait pas du tout emballé. Voilà, c'est comme ça, c'est avec cet esprit-là que j'y suis allé. Et on va tout de suite dire aussi, pour l'instant, on va pas divulgacher. On laissera. Il y a un moment où on va dire top, quoi. Voilà. On préviendra quand on va commencer à spoiler. Donc pour l'instant, on est spoiler free. Voilà, pour l'instant, on est vraiment. On s'adresse aux gens qui n'ont pas vu le film, contrairement à certains journalistes à la mort moelleux qui tweetent littéralement. Maintenant, ça fait 24 heures que le film est sorti. Tous ceux qui voulaient le voir l'ont vu. Hop, je spoil une scène importante. Alors, quand même ou pas le film, c'est complètement. Bref, c'est complètement débile. Donc, on vous préviendra. Bref, Ready Player One. Comment résumerais mon avis en quelques mots? Je dirais qu'en fait. À mon sens, c'est peut-être le Spielberg le plus intéressant depuis ces 10 dernières années. Oh là, mais c'est pas son meilleur. C'est une insulte. Non, mais alors pour le coup, comme on a dit, il y a des choses à en dire. C'est-à-dire que vraiment, il y a plein de choses à en dire. Maintenant, c'est pas parce que tu as des choses à dire que c'est forcément des choses positives. Mais disons que c'était un Spielberg. Enfin, j'ai pas vu The Post, donc The Post mis à part, je sais pas du tout s'il y a des trucs à voir. Mais voilà, je reprends Lincoln, je prends Le Pont des Espions, même Tintin, moi ça m'avait bien gonflé. Enfin, c'était des films qui pouvaient être bons, mais sur lesquels en fait je trouvais qu'il y avait vraiment vraiment pas grand chose à dire. Ready Player One, je trouve que c'est un film qui, pour le coup, il y a des choses à en dire et ça en fait quelque part un objet intéressant dans le côté méta Spielberg en fait, plus que pour le film lui-même, parce que le film, j'ai trouvé ça extrêmement bien réussi visuellement, même narrativement en fait. C'est-à-dire que vraiment Spielberg il a conservé son talent de conteur. Enfin, tu t'ennuies pas pendant 2h20. C'est super bien raconté, même si c'est des images de synthèse en permanence, je trouve que c'est plutôt bien maîtrisé. C'est pas forcément un truc que j'aime d'habitude, mais c'est bien maîtrisé. La mise en scène, elle met un taquet à n'importe quel Transformers de base. Même la 3D était chouette. Par contre, derrière tout ça, le film qui nous est proposé, j'ai beaucoup de problèmes à plein de niveaux. Et le sentiment qui ressort, c'est tout ça pour ça, en fait. Voilà. Alors, je voudrais réagir juste sur un point avant, Daniel, avant que tu donnes ton avis, juste réagir sur un point.
Je suis globalement d'accord avec ce que dit Papa pour tout ce qui est réalisation visuelle. Il y a des scènes d'une limpidité, d'une fluidité, d'une lisibilité incroyable. Et comme tu dis, là, on peut parler de la course-poursuite du début qui est d'une fluidité, d'une lisibilité extraordinaire, alors qu'il y a des milliers de trucs à l'écran. Mais mon bémol, c'est que toutes les scènes de vrais films sont nulles à chier. Et pas juste question réalisation, mais même acting, direction d'acteurs. Mais il y a des passages mais d'un cringe absolu, où les acteurs, qui sont pourtant des bons acteurs, se mettent à débiter des dialogues d'une nullité. Ah oui, bah j'ai pas dit que c'était bien écrit. J'ai pas dit que c'était bien écrit, j'ai dit que c'était bien raconté, tu vois, c'est pas pareil. Tu dis qu'on s'ennuie pas. Moi, il y a une scène, franchement, mais j'ai commencé à... Putain, mais j'ai levé les yeux au ciel tellement ce que je voyais était consternant de nullité. Et j'étais là genre, putain, mais vivement que ça s'arrête. Et je me suis rendu compte que globalement, toutes les scènes qui sont en prise de vue réelle sont ratées. C'est incroyable. Et de la part de Spielberg, moi, je trouve que c'est un gâchis, mais colossal. Voilà, c'était mon bémol. Daniel, à toi. C'est plus qu'un bémol. Moi, je suis passé... un gros bémol, c'est une grosse start. Je suis passé par plusieurs stades et là, j'en suis à l'acceptation. Bah, t'as commencé par la haine, hein, si je me souviens bien. Alors, non, l'incrédulité. Ensuite, c'était la haine. Et vraiment, je crois que j'ai rarement détesté un film autant depuis Batman v Superman. Et qui est pour moi le summum du film de merde. C'est vraiment, je pensais pas qu'on puisse un jour toucher à quelque chose d'aussi intense en moi en termes de détestation. C'était viscéral. Par rapport à la ligne verte. Bah, quelqu'un m'a posé la question. Les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir. Je pense que la ligne verte dépasse ça évidemment, mais parce que la ligne verte c'est quand même des points très très sensibles et en plus une espèce de naïveté et en plus la volonté de dire des choses. Ah bah, naïveté, oui, naïveté, on y est. Ready Player One, on est en plein dedans. Et ouais, mais c'est pas l'histoire de Jésus. C'est pas une métaphore de l'histoire de Jésus. C'est pas les métaphores de Jésus, mais naïveté, c'est peut-être un de ses plus gros problèmes aussi. Ouais. Que globalement, en fait, c'est un film qui nous parle, de réalité virtuelle et de pop culture. Et il est ringardisé par Matrix, qui est sorti donc en 99, rappelons-le, et par Scott Pilgrim de l'autre côté, qui est sorti il y a 10 ans. En termes de film geek, c'est-à-dire qu'il arrive en plus par quelqu'un qui a forgé cet imaginaire-là à la base, et en fait Spielberg ne dit rien du tout. Est-ce que tu trouves pas bizarre, toi, en tant que fan de Spielberg, parce que je sais que t'es fan de Spielberg, je le vois. Ah oui, contrairement à ce que les gens vont penser dans le prochain Super Ciné Battle, j'aime énormément Spielberg, vraiment. Mais pour toi qui es fan de Spielberg, est-ce que c'est pas bizarre que ce film ne fait pas référence à l'œuvre de Spielberg? C'est le seul truc qui passe. Il y a un T-Rex quand même. Hein. Il y a un T-Rex. Ouais, mais est-ce que le dinosaure est... Alors oui et non. Alors je trouve ça bizarre, non, parce que déjà Columbia a pas voulu refiler la moitié des droits qu'il possède de Spielberg. Déjà ça. Mais surtout, c'est Spielberg lui-même qui a voulu retirer des autoréférences. Et je trouve sinon ça aurait fait un peu le mec qui se touche. Et pour le coup, je trouve que c'est peut-être un de ses moves les plus malins. Puisque il évite vraiment le piège de l'autocitation, parce que pour le coup, s'il y avait bien un projet où il pouvait s'en donner à cœur joie, foutre Indiana Jones qui colle des beignes au mec de Rencontre du troisième type, il aurait pu le faire. Il le fait pas, donc déjà il évite ce piège-là, au moins un piège qu'il a évité. Et surtout, justement, quand je disais que c'était un Spielberg intéressant, c'est-à-dire que du coup ça lui permet lui de revenir sur... Parce que en fait t'as un degré de lecture aussi sur sa propre carrière, mais qui est plus subtil et qui passe justement moins par les références, notamment il nous parle de ses influences et de son complexe aussi qu'il a vis-à-vis de ses influences, mais ça je peux pas en dire plus sans divulgacher, ce sera sans doute dans la deuxième partie pour une scène clé du film sur laquelle je pense on va revenir de toute façon. Je vais te dire un truc, ma détestation, d'abord, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi massif en termes de film coup de coude. Et ce que j'appelle par film coup de coude, c'est quand t'as un gars, et je pense que le film est plus appréciable quand t'as un gars comme ça à côté de toi, qui tape au coude et qui te dit « c'est la DeLorean, c'est bidule, c'est machin ». T'as remarqué que ça, en fait, effectivement, ce que tu dis, c'est que ils le font systématiquement dès que c'est une référence asiatique. C'est-à-dire que bon, ça c'est pas un spoiler parce que on le savait déjà avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a un Gundam qui débarque, t'as un dialogue qui te précise bien que c'est un Gundam, et en fait moi ce que j'ai pas entendu, oh c'est un Gundam, j'ai entendu attention, c'est pas Goldorak.
C'est-à-dire que la moindre référence asiatique, il y a quelqu'un qui va te souligner pour dire attention, ça vient de tel film asiatique, méfiez-vous les Yankees. Parce qu'il n'y a que il y a que quelques références asiatiques comparées à tout. Oui, mais elles sont toutes soulignées. Elles sont toutes soulignées. C'est vrai qu'elles sont toutes soulignées, t'as raison. Alors, elles sont toutes soulignées, mais alors, est-ce qu'à quel moment on peut dire qu'on va spoiler? On a dit notre avis, maintenant on va spoiler. Allez les gars. Le truc, c'est que tu sens le legal check qui a marché à fond la caisse, parce que souvent, enfin, t'as l'impression que tous les dialogues ont été réécrits par un juriste. Parce que, oui, c'est ça, oui. Parce que quand t'as un cum qui te fait « Oh, c'est la moto de Kaneda de Akira », mais tu t'es fait dépasser par la moto de Kaneda de Akira. Mais heureusement qu'il le précise, hein, parce qu'on dirait une moto de Tron Legacy et pas du tout la moto de Kaneda. C'est exactement ça. Quand il l'a dit, je me suis fait... Ah bon? Vite fait, quoi. C'est genre, on a mis Moto Manga, tu sais, en Google Search. Moto Manga, ils ont eu le dérapage d'Akira. Faut que le dérapage, il ressemble minimalement. Et c'est ça le premier truc qui m'a paru suspect, c'est que je trouvais ça même pas très bien fait en fait. La moto elle est mal faite, la roue elle est dégueulasse, le siège, la manière dont elle se tient, c'est pas du tout celle de Kaneda. Non mais on donc est d'accord. les mecs sont en train de se toucher sur Akira alors que c'est pas du tout. Et le pire, c'est que Spielberg il connaît bien Akira, t'inquiète pas, il l'a déjà vu 15 fois. Ouais, mais j'ai trouvé ça ouf aussi parce que cette moto, je pense pas que ça aurait été très dur de la faire vraiment à l'identique et pour moi elle ressemble pas du tout. Et que si le perso l'avait pas précisé, la position, elle a même pas vraiment la bonne couleur. Mais après toutes les couleurs de ce monde-là sont un petit peu passées. Enfin, c'est très bizarre. On dirait un filtre d'un film DreamWorks, tu vois. C'est très bizarre. C'est pas toujours les couleurs originales de ce que tu aurais pu penser. Et il y a un truc, c'est que il y a un truc qui m'angoisse en fait dans ce film et qui me parle. Moi, j'adore la nostalgie en tant que mec qui vit dans le passé moi-même, j'adore j'ai souvent moi-même baigné dans l'illusion que avant c'était toujours mieux et je le pense parfois et j'essaie de me rattraper quand j'ai dit ça. Mais c'est un film qui souligne quand même la toxicité quand même de la nostalgie parce qu'on est on est en 2045. Il y a que de la nostalgie des années 80. Mais le problème c'est que tu dis il le souligne. En fait, pour moi il le souligne pas, il passe complètement à côté. C'est-à-dire que oui, non, c'est moi qui l'interprète, hein. C'est comme ça que j'ai interprété. Oui, mais c'est moi qui comprends que c'est toxique dans ce film. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu regardes ce film, t'as moins une relation de spectateur qu'une relation de client. Moi, je comprends que le film, il est cartonné, que tous les youtubeurs teubés aient adoré. Parce que non mais attends, t'as le droit d'aimer aussi. Hein, non mais pour le coup, non parce que je vais continuer, je vais aller plus loin et j'assume ce que je dis. C'est que c'est un film qui te brosse dans le sens du poil. Les geeks d'une manière générale et ce film-là en fait, les geeks, enfin en tout cas tel que c'est conçu, tel que le film les présente. Les geeks, ce sont des consommateurs avant tout. Ils sont là pour consommer et on les brosse dans le sens du poil comme on brosse des consommateurs. Il n'y a pas de prise de recul à aucun moment sur cette nostalgie, sur cette réutilisation de la pop culture, même sur la signification de la pop culture. Il y a un truc qui est quand même hallucinant dans ce film-là, c'est qu'il est là juste pour faire plaisir aux gens et qu'au bout d'un moment, tout est normal, il n'y a pas de problème, que tout est mis sur le même plan. Et en fait, t'as strictement aucune hiérarchie dans cette espèce de culture. T'as vraiment le côté gloubi-boulga. C'est-à-dire que tout a la même valeur. Tout a la même valeur. Et que quand t'es geek, bah forcément, tu dois kiffer AA. Ouais, bah non. Enfin, il y a vraiment ce côté-là qui c'est un film qui te brosse dans le sens du poil. Quoi, et justement, pas AA ? Non, je déteste ça, mais ça c'est moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un côté, film pour consommateur qui va consommer. Je te vends des produits. Putain, le forcing de Blizzard, par exemple. Pour placer Tracer, ouais. Pour placer Tracer. Enfin, voilà, il y a vraiment un truc qui est super énervant. Et t'as aucune prise de recul. Et voilà. Et alors, tu vois, moi, j'ai pas reconnu. Je sais pas de qui vous parlez. Mais alors Tracer, c'est un personnage d'Overwatch et c'est un des rares personnages qui soit présent dans l'Oasis qui soit post années 90. En fait, le film est vraiment très bizarre là-dessus et alors ça va paraître ouf, mais je trouve que le bouquin a plus de sens de ce côté-là. Et parce que oui, il y a des passages où le film est pire que le livre, mais globalement c'est l'inverse. Mais je vais y revenir.
Donc, dans le livre, toutes les références se sont arrêtées aux années 80. T'as quasiment aucune référence qui dépasse 1989. Et c'est là où c'est très bizarre. Tu dis, mais l'art, il s'est arrêté à ce moment-là. Et en fait, non, c'est juste que tout le monde ne bouffe que ces références-là parce qu'ils sont tous à la recherche de ce fameux easter egg. Et donc, ils apprennent par cœur toutes les lubies de Hallyday. Et ils apprennent par cœur ses films préférés et tout. Enfin, bref, globalement, c'est de la consommation massive de pop culture, mais c'est même pas pour le plaisir. C'est même pas pour en découvrir les apports ou en tirer la substantifique morale. Non, c'est uniquement parce que Hallyday, il est kiffé. Et je trouve que le film a pris ce parti pris de permettre aux joueurs, donc aux gens dans l'Oasis, d'avoir des avatars tirés d'autres œuvres de la pop culture, qui est quelque chose qui, dans le livre, alors je me souviens plus très bien, mais dans le livre de mémoire, tu pouvais customiser ton avatar, mais tu n'avais pas possibilité d'incarner un personnage qui était un personnage connu. Tu avais la possibilité de l'invoquer, par exemple, pour qu'il t'assiste. Il y a même un moment où le héros parle d'invoquer le léopardon du Spider-Man japonais. Enfin, tu vois, ça va quand même assez loin. Mais t'as pas cette possibilité d'incarner des avatars. Et je pense que dans le film, ils ont eu envie de se dire on va caser le maximum de références comme ça, donc n'importe qui peut incarner un avatar d'un personnage connu. Sauf que, bah oui, le problème, t'as une espèce de dissonance entre 90% des persos qui sortent des années 90. Et puis bizarrement, là, t'as Tracer. Et puis t'as quelques mecs de Halo aussi. Enfin, tu vois, c'est vraiment bizarre. Et tous les Asiates, ils ont choisi d'être ninja. Hein. Ils ont aucune originalité. Hein. Ah non, mais là, les deux persos asiatiques qui ont des noms de couteaux ou de sabres, laisse tomber, quoi. Enfin, si tu veux. Alors, c'est un point commun avec Pacific Rim. Ouais. Non, mais dans l'Oasis, tu peux être ce que tu veux. Bah, nous, les gars, on va choisir d'être des caricatures. C'est des stéréotypes. Hein. C'est même le personnage du réparateur. En 2 dialogues, t'as compris que c'est un noir de banlieue. Enfin, je veux dire, c'est ma boule en termes de caractérisation qu'on en soit à des putains de clichés comme ça, quoi. Et au niveau caractérisation, alors bah là, on va tailler dans le gras. Je trouve que ce personnage de H dans le film est catastrophique. Et je vais détailler pourquoi. Alors que la personne qui l'incarne est autrement plus une personne de grande classe, quoi. Ouais, bah, l'actrice est géniale et ça m'a rendu d'autant plus triste quand elle débite ses dialogues qui sont nuls à liège dans cette fameuse scène où ils sont dans le camion, mais bref. Et un petit détail, c'est quand il marche un peu pas doucement pour essayer de rejoindre le héros à la toute fin à côté du bus. Qu'est-ce que c'est que ces scènes tellement mal tournées de la part de Spielberg? Non, mais je te dis, toutes les scènes IRL, elles sont ratées. Hein. Toutes les scènes IRL sont c'est son Batman Rise. Pour ce moment, je me suis dit, merde, c'est pas possible de filmer ça comme ça. Mais je veux revenir sur le perso d'H. Le perso d'H, dans le livre, t'as un reveal à J'entends Daesh, moi, excuse-moi. Hein. H, c'est H que ça se prononce. Ça se prononce H comme la lettre H. H, dans le livre, c'est un reveal c'est vraiment un twist à 50 pages de la fin. Bon, un twist, pas vraiment, mais un reveal. C'est que Wade la rencontre pour la première fois et en fait, pendant tout le livre, on te présente H comme étant un gars blanc. Qui est le meilleur pote de Wade, avec qui il partage plein de références, avec qui ils font des commentaires sur les meufs. Parce que oui, Wade est un énorme creep dans le bouquin, c'est un petit peu caché dans le film, donc c'est pour rendre le personnage un peu plus attachant, je pense que dans le bouquin, c'est vraiment un mec détestable. Et donc, H était révélé à 50 pages de la fin comme étant une fille, noire, obèse, lesbienne. En gros, moi, c'est le perso que j'appelle le super token. C'est Ernest Cline, il a écrit son bouquin et il s'est rendu compte à la toute fin que oh putain, j'ai pas tellement de diversité. Bon, bah, on va mettre toutes les minorités possibles dans un seul bouquin, dans un seul perso. Voilà. Ouais. Donc, H, elle a tout. Et en fait, elle t'explique que à la base, quand elle a créé son avatar dans l'Oasis, c'est sa maman qui lui a dit fais-toi un mec blanc, comme ça tu te feras pas emmerder ma fille. Et je l'avais dit, je pense à l'époque dans After Eight, là tu dis, putain, il y a peut-être un début de commentaire de la toxicité des gens online. Et ça, c'est complètement absent du film, quoi. Et bah déjà, c'est complètement absent du film, mais dans le livre, déjà, c'est traité, c'est expédié avec le cul, quoi. C'est vraiment, c'est écrit n'importe comment. C'est bien dommage, parce que c'est expédié en un chapitre, en un paragraphe. Et dans le livre, dans le film, pardon, ils ont décidé que la noire lesbienne serait même pas humaine, en fait. Son avatar est un espèce d'animal cyborg. C'est un troll, à moitié cyborg. Troll, ouais. Elle est même pas humaine. Et honnêtement, est-ce qu'ils ont réfléchi? Est-ce que je suis en train de chercher trop loin? Ou est-ce que non, mais surtout, c'est comme je disais, t'as ce côté troll, mais t'as aussi la caricature
de Pimp My Ride en fait. Tu sais, c'est le petit roublard de banlieue qui pique les caisses et qui les rassemble et qui te les revend au marché noir. Enfin, t'as vraiment ce côté. C'est un cliché absolument c'est monstrueux, extrêmement quoi. caricatural. Et donc, c'est non seulement elle est une caricature, mais en plus on la déshumanise via son avatar. Je ne comprends pas ce choix. Alors peut-être que je suis en train de chercher trop loin, j'en sais rien. Mais moi perso, ça m'a fait hurler dès que j'ai vu les posters, parce qu'en plus, c'est même dans le film, je pensais que ce serait pas du tout un reveal, mais en fait, c'en est un à moitié, parce que c'est aussi traité par-dessus la jambe. Et c'était sur les posters, donc t'as aucune surprise, quoi. Le truc, c'est que c'est pas écrit comme des vrais gens, pas écrit comme des vrais humains, donc je ressens pas rien pour eux. Le mec, il perd sa tante, il s'en bat les couilles. 2 secondes après, il emballe une meuf, quoi. C'est vraiment très très bizarre. Et après ensuite, tout le schéma narratif, c'est quand même le club des 5 qui fait des énigmes toutes pourries quand même. Et moi, alors je sais pas si c'est pareil dans le bouquin, moi ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que l'Oasis, donc il y a des millions de gens qui se connectent dessus, et heureusement tous les personnages principaux vivent dans 3 pâtés de maison. Oui, bah ils sont tous à Columbus, Ohio. On parle des avatars, mais est-ce que l'avatar de l'héroïne... Alors déjà, l'héroïne, je trouve que c'est agréable qu'elle soit pas une manique Pixie Dream Girl. Alors, elle l'est un petit peu, mais par contre... Moi, je trouve qu'elle est complètement manique Pixie Dream Girl. Mais par contre, elle tape des gens, c'est déjà bien. Ouais, mais ça n'en fait... Oui, elle reste une manique Pixie Dream Girl. Elle est là pour mettre en valeur à quel point déjà, l'héros... Attends, leur histoire d'amour, elle tient pas une seconde. C'est écrit n'importe quand, enfin, je veux dire... De toute façon, si tu voulais non mais si tu voulais résumer Ready Player One à une seule phrase, à un pitch, c'est l'histoire d'un mec qui découvre que le créateur de son jeu vidéo préféré est mort puceau et il n'a pas envie de finir comme lui. Non, moi je résumerais ça encore mieux. C'est le créateur d'une réalité virtuelle qui est décédé mais qui a décidé de vivre depuis 5 ans avec son clone jeune dans une même pièce pendant 5 ans. Oui, alors ça, tu sais, j'ai pensé à Westworld parce que Westworld, il y a exactement la même chose dedans. Mais genre, c'est pas super creepy quand même. Avec Anthony Hopkins. Mais déjà, de base, vous savez que moi, j'ai un gros problème avec les enjeux parce que quand tu regardes, c'est quoi le plan des méchants ? Le plan des méchants, c'est de prendre le contrôle de l'Oasis pour mettre de la pub dessus. Mais qu'ils ont déjà, en fait, puisque c'est déjà la boîte la plus riche. Ouais, mais ils ont pas le contrôle de l'Oasis, parce que l'Oasis est toujours propriété de Gregarious. Mais tu vois, donc leur plan, c'est de prendre le contrôle. Pourquoi il y en a pas d'autres d'Oasis ? Pourquoi il y a qu'un seul jeu ? Pourquoi il y a qu'un seul déjà version ? ça. Mais leur plan, c'est donc de prendre le contrôle pour mettre de la pub. Et tu te dis, mais so fucking what ? Enfin, pourquoi je suis censé être inquiet de ce qui va se passer pour l'humanité ? Et à quel moment tu te dis, mais... Enfin, je veux dire, pourquoi les mecs, ils vont risquer leur vie pour ça ? En plus, oui, c'est ça, je vais dire, c'est qu'à un moment donné, t'as une scène où on dit « Bienvenue dans la rébellion ». Alors, j'ai pas compris la rébellion par rapport à quoi exactement. Et voilà. Surtout, il y a un truc, c'est que les types, à la fin, le héros, il récupère le contrôle de l'Oasis, donc il devient PDG, en fait. Et à aucun moment il ne va améliorer la condition des gens à l'extérieur. Alors a priori c'est un monde dystopique, tu comprends pas très très bien parce que mine de rien les méchants se font arrêter par la police, donc globalement la police a l'air d'avoir quand même des lois à peu près correctes. Mais la police tu la vois pas pendant tout le film. Moi c'est une question que je me suis posée tout le film. Mais même je me suis demandé, il débarque à la fin. Je me suis demandé comment est-ce que ces gens travaillent, comment ça se passe à l'école, le monde extérieur est très mal caractérisé et tu ne comprends pas en quoi c'est une rébellion d'être le truc. Et surtout, le mec, en fait, tout ce qu'il a fait, il est devenu PDG. L'Oasis continue exactement de la même façon. Il y a aucune downside, enfin aucun inconvénient à aller dans l'Oasis tout le temps. Et le monde extérieur n'est pas amélioré. C'est-à-dire que il y a toujours a priori la famille, la surpopulation, et tout le monde est content. À la fin, c'est cool, ça n'a rien changé, c'est génial. Par contre, 2 jours par semaine. C'est juste leur jeu de merde, leur jeu de merde, il n'y aura pas de pub. Non mais voilà, 2 jours par semaine, on coupe l'Oasis parce qu'il faut quand même que le héros il ken sa meuf, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est. C'est la morale, c'est un peu la morale du film, quoi. C'est la morale, ouais. Puisqu'à la fin, finalement, il essaie de recréer un espèce de cocon familial artificiel, quoi. Mais c'est ça, mais c'est ce que dit papa est très juste, c'est que il a rien amélioré pour personne. Et en fait, vraiment, moi, il a juste d'une entreprise qui est une espèce d'une Zaibatsu, enfin c'est une espèce d'entreprise, c'est une espèce de Vivendi, et tout d'un coup, ça devient 5 personnes qui contrôlent. Oui, c'est ça. Voilà. Quoi, c'est genre, t'en as recréé un autre, quoi, en fait. C'est exactement ça, mais au final, ça a rien amélioré pour personne, ni dans l'Oasis. Enfin, genre, il a rien changé. Il n'a vraiment rien changé. Quand tu penses à ce qu'est l'Oasis, et ça c'est un peu mieux expliqué dans le bouquin, mais dans le bouquin on t'explique que Hallyday voulait absolument que l'Oasis soit gratuite, libre d'accès.
Et donc, contrairement à ce que voudrait faire IO Industries, tu vois, ça c'est dit dans le film, quand il dit ouais, faudrait faire un service premium, un silver, un gold, un bronze et tout. Et Hallyday lui rigole au nez parce que Hallyday il veut que l'Oasis reste gratuit. Mais quand tu regardes le fonctionnement de l'Oasis, c'est que si t'es pauvre et que t'as pas assez de crédit, tu peux pas t'acheter ton carburant pour ta DeLorean, par exemple. T'es obligé de faire t'es obligé de ramasser les pièces derrière. C'est des microtransactions. C'est des putains de microtransactions. L'Oasis est un pay to win. Ah, c'est vrai que j'ai pas tilté là-dessus. Mais l'Oasis tout entière est un vous qui connaissez mieux le langage des jeux vidéo que moi. mais là, putain, mais c'est vrai, c'est du DLC, quoi. Mais c'est du pay to win. C'est que plus tu as d'argent, plus tu peux t'acheter des équipements, des avatars. Et puisque quand tu as un avatar d'un personnage célèbre, tu peux utiliser apparemment les pouvoirs de ce personnage célèbre. Donc, tu vois, si t'as un pauvre, tu te traînes ton avatar pourri, et Wade Watts, il a son avatar pourri parce qu'il a pas les moyens de s'acheter autre chose. Est-ce que c'est ça, alors toi qui as compris un peu la logique du film, est-ce que c'est ça qui détermine les armes? Parce que les armes, c'est YOLO. Ils ont des guns, parfois c'est des canons, parfois c'est des Gundam. Mais les armes, c'est leur inventaire. Ouais, c'est ça, c'est l'inventaire, c'est ce qu'ils achètent. Mais justement, il y a aussi un truc que moi j'ai trouvé vraiment problématique par rapport, je disais, à la vacuité du film, c'est que, comme tu le dis, ils peuvent incarner des personnages célèbres à travers des avatars, et en fait, à aucun moment, en fait, l'exemple le plus facile à comprendre et à interpréter, c'est celui du géant de fer, en fait. Ouais. Le géant de fer n'est juste qu'une enveloppe, un avatar vide, dans lequel on se glisse pour réaliser un fantasme guerrier, et à aucun moment, c'est remis en perspective avec la nature du personnage, c'est-à-dire que c'est un fanboy qui n'a pas compris comment. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est une skin géant de fer, en fait. Ça n'a rien du message du géant de fer ou du personnage. Le géant de fer dans le film, voilà, c'est un robot qui se lie d'amitié avec un petit garçon. C'est un robot qu'on apprend en fait, créé pour la guerre, et qui à un moment donné, par amour et par amitié, va renoncer à la guerre et va se sacrifier pour les gens qu'il aime. Et à aucun moment, c'est-à-dire que, comme tu dis, c'est un fanboy qui n'a pas compris ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que le type, il se dit « Oh, trop cool, un robot géant avec des canons. Oh, on va blaster plein de mecs, etc. » Et à aucun moment, c'est remis en perspective avec le fait que, moi, à un moment donné, je vais pas prendre incarner Mahatma Gandhi pour savater des pauvres dans la rue. Tu vois, c'est exactement pareil. Après, j'avoue qu'un jeu de baston où tu peux incarner Gandhi pour savater des mecs, ça pourrait être rigolo. Oui, non, mais au Japon, il doit avoir ça. Mais le problème, c'est que ça aurait pu être subversif. Moi, à un moment donné, quand j'ai vu la scène de fin, j'ai fait putain, mais où est Paul Verhoeven, quoi? Et voilà, Paul Verhoeven, tu prends ça et tu prends un angle subversif, ça aurait marché. Là, le problème, c'est que personne ne semble prendre en compte. C'est juste, oh, c'est cool, on s'amuse avec des symboles, on les vide complètement de leur signification et on passe à autre chose. Et pour quelqu'un qui se dit amoureux de la pop culture, je trouve ça complètement ma boule de se dire tout est équivalent d'un pop culture, plus rien n'a de sens, c'est juste en fait des designs qui me plaisent, ce qu'il y a dedans n'a aucun intérêt. Et c'est ça. Si à un moment donné ta vision de la pop culture c'est ça, c'est que divulgachage, tu n'aimes pas la pop culture, d'ailleurs tu n'aimes pas la culture tout court. C'est c'est ça qui est de fou, c'est que le film la scène de Shining parlons-en. est complètement ma boule parce que justement Spielberg a toujours eu un énorme complexe par rapport à Stanley Kubrick, qu'il admirait énormément, normal, c'est un cinéphile, Spielberg, tout de même. C'est aussi pour ça qu'il a repris le projet Intelligence Artificielle avec le film qu'on connaît aujourd'hui, qui ne ressemble ni à l'un ni à l'autre, enfin bref. Et donc il va retourner Shining, et chaque scène importante de Shining est dedans et va être désamorcé par un côté j'ai dit roller coaster, mais c'est chercher le mot français, par un côté montagne russe, qui du coup fait que la substance de Shining ne fonctionne pas, quoi. Il y a un truc, c'est pareil, Shining, on va le prendre à la blague, on cherche pas à respecter la chose ou à en dire un commentaire, il y a un truc vraiment très étrange, c'est juste, c'est une excuse pour faire un parc d'attraction. Et avec ce film là, pour moi, Spielberg retombe dans les travers dont on l'accusait au milieu des années 90, c'est-à-dire de faire un film désincarné, juste un parc d'attractions à ciel ouvert. Voilà, c'est un film de futuroscope, et c'est pas plus que ça, parce que à aucun moment il prend du recul sur ce qu'il filme, et à aucun moment il fait un véritable commentaire ni sur la pop culture ni sur la réalité virtuelle. Comme on dit, il y a pas... Sur la réalité virtuelle, c'est quand même des mecs tous les mecs, c'est pour ça que tu sens pas de danger. Tous les mecs, c'est des gens sur des tapis qui courent
Oui, non, mais oui, dans mais... 4 sens, quoi. Enfin, Non, mais je veux dire, mais à aucun moment, t'as cette scène où t'as tous les gens qui sont dans la rue à bouger comme des mongolos. Voilà, c'est et ça. c'est traité comme si c'était normal. Enfin, je veux dire, moi, je vois ça. Enfin, à aucun moment, il y a un commentaire pour dire peut-être qu'à un moment donné, on allait trop loin. Non, tout est normal. On maintient l'Oasis tel qu'il est. Le monde est pourri dehors. Ok, on l'accepte, c'est comme ça. Fin de l'histoire. Enfin, Mais c'est ça qui est merveilleux, c'est que t'as, comme disait Daniel, t'as les gens qui sont sur leur tapis, mais t'as aussi les gens qui sont dans la rue juste avec un casque. Et moi, honnêtement, j'aimerais bien voir la phase B du film où t'as aucune image virtuelle, où tu vois juste les gens qui agitent les bras comme des débiles dans la rue, en fait. Les gens qui se battent dans le vide. J'ai envie de voir ça, en fait. J'ai envie de voir tu veux 1 heure voir de ça. Le mec Tu as 2 gens avec des casques dans la rue qui tapent dans le vide. Mais franchement, quand tu réfléchis sur le truc, mais c'est d'une débilité Non, mais absolue. attends, si tu réfléchis à n'importe quoi, tu te demandes pourquoi Simon Pegg, il s'est dit que c'est une bonne idée d'être bibliothécaire. Oui, mais par exemple, pourquoi Non, mais il y a plein de trucs pas logiques. Pourquoi tu mettrais une combinaison où tu ressens la douleur à un combat? oui, non, mais, Oui. mais Voilà. surtout, pourquoi tu la mets. Pourquoi est-ce qu'elle fonctionne au-dessus de tes vêtements si c'est une combinaison sensitive? Bah oui. Mais C'est- pourquoi ça n'a aucun pourquoi sens. tu te mettrais un truc sur les couilles en sachant très bien que le seul truc qui peut t'arriver, c'est de te faire mal, quoi. Bah non, parce que. Alors ça, c'est pareil. À un moment donné, au tout début du film, on te montre qu'il y a des zones de plaisir. Mais Oui, bah C'est oui, genre parce qu'elle est complètement limite en train de éludé. lui tripoter le zboob, Ouais. mais on Mais dit ouais. qu'il y a une zone rouge en fait. À un moment donné, enfin, t'as un coin où il dit là-bas on va faire. Bah, vous comprenez quoi? Enfin, en gros, voilà, on va faire du sexe, mais, Ah, mais- genre pas Non, abordé mais alors, nulle part. puisque tu parles C'est de jamais zone glauque rouge, en fait. C'est Parce jamais que tu glauque. parles de zone rouge, transition habile. Quand Wade voit pour la première fois Samantha et que tu découvres qu'en fait elle a une tache de naissance. Oh là là, j'ai eu honte de ce moment. Mais cette scène, moi, c'est cette scène qui m'a fait le plus lever les yeux au ciel. Cette scène est C'est scandaleuse. horrible. Elle est d'une condescendance horrible. Alors, genre, c'était évidemment pas le but de l'opération, mais Non mais Oh là là. honnêtement, moi j'aurais préféré qu'il la voie, qu'il éclate de rire, qu'il dise non mais t'as vu ta gueule et qu'il l'appelle Gorbatchev pendant tout le reste du film. Tu vois, je Non, pense mais que j'aurais préféré parce que ça aurait été moins. non mais le focus. mec, attends, il y a des milliards d'utilisateurs sur l'Oasis, il tombe sur une nana qui est vraiment une meuf, qui est de son âge, dans sa ville, et qui, genre, il la rencontre vraiment, et en plus, elle est méga jolie, et puis t'es pas sûr parce que ça matche pas, parce qu'elle a une tache de naissance, mais j'ai envie de dire, va te faire foutre. Non quoi. mais le type, Putain, mais va te faire c'est foutre, quoi. le truc qu'il lui dit c'est non mais c'est pas grave, je t'accepte. Mais putain, mais crève mec, mais crève. Oui, à quel moment il y a matière à ne pas accepter en fait? C'est ça le Non, truc. mais- C'est à quel Ah, moment. mais quel scandale, quoi. Quel scandale. C'était mais et c'est pour ça que je l'ai pris très personnellement, hein, ce passage. J'ai fait quoi? toutes les scènes en prise réelle pour moi sont vraiment méga gênantes. On peut parler de cette scène de fin avec le méchant qui pointe son arme sur Wade et qui subitement décide de ne rien faire et de se rendre. Et là, je lui Non, dis mais surtout, il traverse 300 personnes qui, Ouais. visiblement, 300 personnes ont peur d'une personne armée. Surtout, oui, bah voilà, surtout et que s'ils ces le laissent personnes, passer tous. surtout que ces personnes savent que ce type est dangereux et est un criminel, puisqu'ils sont tous au courant que c'est lui qui a fait péter la bombe. Ils Oui. lui disent. C'est Oui. peut-être son Et vraiment. par contre, la c'est police peut-être n'en a rien vraiment- à battre. Hein. Vous notez, il y a pas de cordon de sécurité autour de, Oui, c'est- de là où il y a eu C'est le. peut-être son vraiment. l'attentat. Mais attends, mais tu parles des scènes réelles. Parlons-en de l'équipe Wikipédia là, qui est en train de regarder le jeu Oh mon vidéo. dieu. Et mon avec, Dieu. j'ai envie de dire, la fille rousse qui connaît tout le truc du jeu vidéo. Moi, je connais les machins. Genre, elle, je l'ai appelée Wikipédia. C'est Wikipédia la rousse. Elle est en train de tout. Elle te narre le film en te disant, mais non, mais il faut chercher l'Easter egg en jouant. Non mais On peut en parler. en plus, arrête de parce que m'expliquer ça, quoi. Non mais ça, Daniel, en plus c'est l'énigme finale. Alors déjà, je pense que Warren Robinet, il a dû être heureux parce qu'on n'a jamais autant dit son nom en l'espace de 2 heures de toute sa vie. Mais Et en le plus, truc il que je s'appelle trouve Robinet, c'est rigolo. extraordinaire, c'est que si tu connais le jeu Adventure, ce que sont supposés faire les héros du jeu, du film sont censés connaître le jeu. C'est d'une putain d'évidence que, étant donné que ton objectif c'est de récupérer un Easter egg, il faut que tu ailles chercher le Easter egg dans le premier jeu qui a jamais eu un Easter egg. Mais non, ils sont en galère pour comprendre ça. Et truc qui est encore plus incroyable, c'est que cette explication du fait que dans Adventure il y a le premier Easter egg de l'histoire, c'est dans le prologue du livre. C'est même pas dans le chapitre 1, c'est dans le prologue du livre. Les énigmes sont C'est complètement un différentes dans le prérequis en livre. fait. Ouais, c'est un Et, prérequis. les Le énigmes prologue- sont complètement prologus. différentes dans le livre, mais dans le prologue, l'auteur t'explique ce qu'est un Easter egg, que c'était dans Adventure, que c'était Warren Robinet et tout. Et là, tu dis, mais attendez, n'importe qui a lu le livre va deviner cette énigme, mais immédiatement. N'importe qui n'a pas lu le livre, connaît Adventure, va deviner ça immédiatement. Mais les héros du film qui sont censés être des super génies qui connaissent tout, eh ben non, que dalle, ils galèrent. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule, quoi. Enfin, mais c'est aberrant. C'est Attends, c'est on parle quand même d'un film, répétons-le, où c'est un mec qui n'a pas pu avoir de meuf et il s'est enfermé dans une pièce avec un gamin qui est lui-même.
Ouais, mais alors ça m'a moins choqué. Je sais pas pourquoi tu reviens là-dessus, parce que moi, ça m'a pas... Ah, je sais pas, mais genre... Alors, moi, j'ai vu des films beaucoup plus chelous à ce niveau-là. Hein. Oui, d'accord, mais et que tu regardes ça et que tu fais... Ah oui, mais c'est vrai que c'est chelou, mais après, il y a tellement d'autres trucs non, chelous. Mais c'est quand même un film où, à un moment donné, un des dialogues dit au premier degré, c'est « Les fans se reconnaissent entre eux, on sait reconnaître les haters ». Oh là 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 là. Genre là, c'était le plus gros face-palm de ma vie, quoi. C'est l'argumentation que de niveau zéro que tu te tapes sur les réseaux sociaux. C'est genre rien que le mot hater, en fait, genre tu l'inclus dans ton film, c'est ok. C'est bon. Mais ça, t'as rien compris. C'est un discours de gatekeeper un peu. C'est un peu ce que font certaines communautés pour rejeter des gens qui s'y intéresseraient. Tu vois, genre, ah ouais, mais non, mais toi, t'es pas assez un expert, donc pas question que tu t'appropries notre fandom. Alors, j'ai une amie, Mélissa, qui l'a vu, et elle aussi, elle est vraiment, elle est très déçue par le film, et elle me dit, tu vois, ce film, j'ai l'impression que c'est un mec qui te parle et qui apprend que tu aimes les jeux vidéo et qui essaye de te tester sur ta culture personnelle. Quoi. C'est exactement ça. Et qui essaye de te piéger. Et qui essaye de te piéger pendant 2 heures. Et c'est exactement ça, quoi. T'as ce sentiment de arrête ton char, quoi. À un moment, arrête ton char et parle des vraies choses, quoi. Et puisqu'on parle puisqu'on dit de parler des vraies choses, moi j'aimerais bien qu'on m'explique ce que ce film apporte au cinéma, parce que oui, il y a la maestria visuelle. Écoute, moi j'ai lu partout que c'était une révolution. J'ai lu partout que c'était une révolution, Benjamin. Mais voilà, justement, qu'on me donne une seule idée originale jamais vue ailleurs qui est dans ce film, parce que j'en vois pas. Ah bah attends, la fin où ça combo Inception, le bus. Avec, oui, évidemment, tout est... Non, mais il y a zéro idée originale. Je veux dire, les avatars qui disparaissent en laissant des pièces, c'est Scott Pilgrim. La scène où il hack le mec pour lui faire croire qu'il est dans la réalité, alors c'est Inception, ouais. Avec en prime les masques de Mission Impossible. Alors après, il reste le traitement, il reste le traitement. Et moi, j'ai lu des critiques dithyrambiques qui me disaient que c'est une baffe de cinéma et que... Et moi, je suis presque d'accord. Je respecte, genre que on n'a jamais rien vu d'aussi ouf au cinéma depuis des lustres. Enfin, ouais, je suis d'accord. La scène de course-poursuite, honnêtement, pendant la scène de course-poursuite, j'ai cru un moment que j'allais être content en sortant du film. Le truc, c'est que derrière, ça s'écroule parce que le film n'a rien à raconter. C'est d'une vacuité totale. La fin, c'est quand même Tomorrowland avec le bus d'Inception. Enfin, c'est. Et la fin. Je suis pas fan de Tomorrowland, je précise. Ouais, bah ouais. Et puis à un moment, attention, il y a un moment où il a Chucky entre les mains et il fait mon dieu, fuck, mon dieu, c'est Chucky, Chucky la poupée de sang TM. Il le dit presque comme ça, quoi. Oui, non, je suis. Mais d'ailleurs, il y a. Les gars, vous l'avez eu. À un moment, Iron Giant, quand il meurt, il fait le pouce de Terminator. Vous l'avez, c'est bon. Tu sais, il y a cette scène qui est juste après la première course, quand ils sont en train de réfléchir à ce que Parcival va pouvoir faire de son argent, où là c'est encore pire, les noms des jeux sont à l'écran, les noms des jeux sont écrits. T'as Minecraft, Street Fighter, Overwatch. Et là j'étais genre mais putain quoi, mais où on est, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Déjà au tout début Minecraft est écrit en gros sur l'écran dans le prologue en voix off. Ce film m'a énervé. Il t'a énervé? Vas-y, finis. Bah, jure, vous avez remarqué que la DeLorean, elle a le faisceau de K2000 à l'avant. Oui, j'ai remarqué, ouais. Ça, c'est comme dans le livre, mais par contre, elle a pas le logo de Ghostbusters sur les portes parce que je pense que Sony, ils ont refusé de filer la moindre IP, en fait. Oui, mais c'est ce que j'allais dire, en fait, et c'est en fait, tu amènes au point que je voulais aborder, et merci pour la transition, c'est qu'en fait, c'est un film qui se prend à son propre piège, c'est-à-dire qu'on l'a dit, c'est un film, en fait, de juristes, et de faux fanboys qui ne comprennent pas les symboles qu'ils manipulent. Et la checklist, quoi. Et genre, t'as un film où c'est la pop culture qui est reine, et personne incarne un Jedi, personne n'est Wolverine. Genre. C'est le premier truc. Parce qu'évidemment, pour des questions de droit, ils pouvaient pas l'avoir, mais tu regardes ce film, tu regardes le message du film, tu regardes le truc où tout est permis, et genre, tout est permis, et je veux pas être Wolverine. Fous-toi de ma gueule, quoi. Voilà, donc il se prend à son propre pièce de petits films de juristes, voilà, de films de consommation. C'est qu'à un moment donné, flûte, on n'avait pas les bons clients, donc voilà. Enfin, t'as ce côté-là aussi. Et Benjamin disait que ce film l'a irrité. Moi, j'ai peut-être une pensée pour Stephen King quand il va le voir et qu'il va et qui va découvrir que dans son film culte, il y a un jeu de dance zombie en plein milieu de son hôtel, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Stephen King, je pense qu'il s'en bat les couilles vu qu'il aime pas Shining, donc. Oui, bien sûr, mais en plus ils l'ont répété. Ils le disent, oui.
Mais c'est un film de trivia Wikipédia. Vous avez noté les petites allusions pas subtiles du tout à la musique de Retour vers le futur dès qu'il y a un petit peu de voyage temporel. Oui, oh là là, c'était subtil. Et les parodies, les parodies des affiches des élections de Retour vers le futur avec la gueule de Will Wheaton, hein. Oh là là. C'était mais franchement en plus je me suis dit mais en fait, qu'est-ce que les gens qui ont aimé dans ce film. Non, Donc, moi j'ai je lu quelques comprends, articles. mais Attends, mais je finis. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que les gens qui ont aimé le film ont aimé dans le film, et j'en ai lu qui disent ici, contrairement à des œuvres comme Stranger Things, les références servent le propos. Et moi je suis pas du tout d'accord, mais en quoi Duke Nukem et Freddy Krueger qui sont présents un tiers de seconde à l'écran servent le propos? Non mais Chucky à la limite il sert à quelque chose. Franchement Chun-Li sur un champ de bataille c'est tout ce que je voulais voir dans un film. Non mais c'est ça. Non mais en plus c'est vrai que c'est hyper hypocrite de dire ça parce que Stranger Things a ses défauts, mais le fait est que une série qui se déroule dans les années 80 abordait des références des années 80 par la bouche d'enfants qui était donc leur préoccupation à l'époque. Ben si ça sert pas le propos. Bah mec, dis plus rien. Et, enfin, voilà, c'est complètement absurde. Ce que je trouve ouf, c'est que les gens qui ont chié sur Stranger Things, surtout la saison 2 pour ses références, en ce moment se branlent en réunion sur Ready Player One. Genre, expliquez-moi les gars. Oui, ça a pas beaucoup de sens quoi. C'est complètement aberrant. Je suis d'accord. Enfin, c'est vraiment très très bizarre. Mais comme dit, c'est pour ça que je disais que je comprends que ça fonctionne parce que il y a tout un courant, de gens qui n'aiment pas prendre du recul ou être remis en question dans leur goût, dans leur mode de vie, dans leur rapport à la culture et qui prennent juste les choses comme elles viennent. Enfin, Daniel et moi, on vient du journalisme jeux vidéo, c'est vraiment à ce niveau-là le pire des milieux où en fait la moindre nouveauté est portée au nu et tu peux pas faire. En fait, faut que t'aies un jeu parfait techniquement et derrière tout le monde va trouver ça génial. Tu peux pas avoir. Enfin, je pense que tu me corroboreras, Daniel, mais faire exister un jeu qui est super bancal techniquement mais qui a une vraie valeur contrairement à un truc hyper rutilant mais qui est complètement creux, c'est un truc. Tu veux parler de Spec Ops The Line? Voilà, exactement, je parlais de Spec Ops The Line. Non mais exactement, qui est gratuit en ce moment, qui est gratuit en ce moment. Profitons-en pour le dire, il faut absolument je veux parler des Air Defense Force, des trucs comme ça. Voilà, des films où tu peux trouver tous les défauts que tu veux, mais au bout d'un moment ce sont des jeux quand tu vas jouer, ils vont beaucoup plus te marquer parce qu'ils ont beaucoup plus de choses à dire et ils sont faits de telle façon qu'au bout d'un moment il y a une vraie corrélation entre ce qui se passe manette en main et ce qui se passe dans le jeu. Mais voilà, c'est pas assez superficiel et vraiment moi c'est un truc qui m'a toujours énervé dans le public jeux vidéo en général et de plus en plus dans la pop culture. C'est que les gens préfèrent rester en surface comme les personnages du film. Et en cela, Spielberg a parfaitement compris l'air du temps. Vraiment, ça, je peux pas lui retirer. Il a parfaitement compris l'air du temps. Il a parfaitement compris son public. C'est un public qui aime les trivia et qui préfère rester superficiel, qui n'ont pas envie de rentrer trop dans la profondeur et qui n'ont pas envie de se poser des questions sur ce qu'ils sont en train de vivre, en train de faire des pratiques. Voilà, et en témoigne le fait qu'à un moment donné, t'arrives et tu dis, bah moi, avec tel film de Spielberg, j'ai un rapport qui est assez conflictuel parce qu'il y a ça. On va te dire que que ça marche pas, machin, qu'il faut absolument. Enfin voilà, il faut pas désacraliser le jouet. Et c'est un truc qui m'énerve de plus en plus et qui, je sais pas si c'est majoritaire, mais en tout cas c'est de plus en plus visible. Voilà. Et ce film-là va complètement dans le sens du vent et c'est pour ça que je parle de film de clientèle, quoi. Et je suis d'accord avec ce que tu dis et je pense que effectivement c'est pour ça que moi le film me met en colère. C'est parce que Spielberg a parfaitement capturé le truc, que Spielberg a toujours un talent incroyable, je le répète, hein, mais la course du début, ça démontre que Spielberg est un génie de la mise en scène, mais le problème c'est que c'est au service d'une histoire qui n'a aucun intérêt, de personnages nuls à liège, de dialogues consternants. C'est une coquille vide ce film, c'est une putain de coquille vide. Elle est très belle, elle est plaquée or, mais il n'y a rien dedans. J'ai préféré Avatar, c'est de dire. Alors, j'ai préféré Pacific Rim Uprising. Oh là là, bah alors. Et voilà, alors attention, la rédaction s'engage. Mais parce que Pacific Rim Uprising, c'est un peu la même chose, c'est un rêve de geek, c'est des robots géants qui se battent contre des gros monstres. Et finalement, j'ai plus pris mon pied devant Pacific Rim Uprising que devant la bataille finale, où en gros, la bataille finale de Ready Player One, pour moi, c'est un gamin, il a une caisse à jouets, avec des jouets tous de marques différentes et de modèles différents, il fait, allez, on va tous les faire se battre. La scène de baston finale, elle a tellement peu de sens. Et franchement, tu vois, autant j'ai kiffé voir un Gundam se tabasser Mechagodzilla, autant ça dure 40 secondes et c'est dommage. C'est dommage, c'est parce que on a rarement vu un Gundam bouger aussi bien. Ouais, et franchement, pendant 45 secondes, j'ai pris mon pied, mais ça a duré 45 secondes. Et ensuite, il y a cette espèce de ce passage, mais incompréhensible, où Wade se retrouve face à Anorak, donc l'avatar de Hallyday, qui lui tend un contrat et qui lui dit c'est bon, tu signes maintenant, le truc est à toi. Et il dit ah ouais, mais non, c'est encore une épreuve, je signe pas.
Et qu'est-ce qui se passe 5 minutes plus tard? Simon Pegg arrive, lui tend un contrat, et là il le signe. Mais Oui, mais putain. Ah ouais, mais attends, c'est Simon Pegg qui vient et qui t'apporte un contrat, évidemment que tu le signes. Ah là là Voilà, là là, mais- sois logique. mais Sois logique, c'est- Benjamin. ça m'énerve parce que Spielberg, tu vois que le type avait envie de faire un truc chouette. Et comme tu dis, il a parfaitement compris l'air du temps et son public, et ça montre que c'est un gars qui, malgré ses 71 ballets, comprend encore parfaitement ce que le public attend. Mais putain, quel gâchis. C'est un gâchis de pognon, un gâchis de talent, c'est un gâchis de tout, et c'est pour ça que ce film m'énerve. Et Daniel, j'avais une question juste en termes de référence. Ouais. Est-ce que tu crois que le gros gun du sous-fifre, c'est une référence explicite à Shadow of the Damned ou pas? Ah non, je pense pas. Shadow of the Damned, c'est trop niche. Bah, c'est pour ça que je me suis posé la question pendant tout le film, et comme il ne met pas à la place de sa bite, je me suis dit, ah, ça doit pas être ça. Mais ça ressemble quand même beaucoup. Mais tu parles du sous-fifre, c'est un truc dont on parlait hors antenne, mais rien que le grand méchant, il a des moyens quasiment illimités parce que via les Sixers, il a plein d'argent. Pourquoi son avatar, c'est un espèce d'homme d'affaires qui ressemble... putain, j'ai oublié le nom Qui de ressemble cet au acteur, boss de... Bah, ouais, il ressemblait surtout au boss de fin de Metal Gear Et Rising. voilà. Pourquoi son avatar, c'est cette espèce de gros type de rond de cuir qui n'a aucun pouvoir, alors qu'il pourrait être, je sais pas, mais comme t'as vu que tu pouvais avoir les avatars de n'importe qui, il aurait pu être, je sais pas, M. Bison, quoi. Il aurait pu être n'importe qui. C'est vrai Et qu'il aurait il pu est être lui. dictateur quand même. Mais voilà. C'est vrai qu'il est lui. Alors après, moi, parfois, ça m'arrive de faire un avatar qui me ressemble dans les jeux où t'as vraiment beaucoup de choix, quoi. Ouais, mais si ton but c'est de prendre le contrôle de l'Oasis, pourquoi tu serais un rando avec zéro pouvoir? Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. C'est vrai. Et surtout quand tu dis que tu n'aimes pas l'Oasis, en fait. Il y a un détail qu'on n'a pas adressé et que je voudrais quand même en parler, et ça me gâche beaucoup de films, en fait. Vous trouvez pas que le héros, là, c'est parce qu'ils n'ont pas eu Miles Teller? Ah non, mais vous savez ce que je dis depuis le début. Ty Il y a un peu de Sheridan, ça, ouais. c'est le Miles Teller du pauvre. Et déjà que Miles Teller, je trouve qu'il a zéro charisme, mais alors Ty Sheridan, il a moins 10 de charisme. J'ai un gros problème avec les acteurs de ciné US en ce moment. Ansel Elgort, pour moi, je trouvais que c'était le mec le plus faible de dispositif de Baby Driver. Baby Driver. Ouais, Je mais je trouvais trouve Ty Sheridan pire. Je trouve qu'Ansel Ouais, mais Elgort est un tu monstre vois- de charisme à côté de Ty Sheridan. Ouais, monstre, j'irai pas jusque-là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui sont castés parce qu'ils sont en vogue à un certain moment, je sais pas, même, est-ce que ce mec-là Ouais, était en vogue? Surtout, ils sont tous sortis de la même usine. Hein. Ouais. C'est les Jay Courtney et les Sam Worthington de la nouvelle génération. Hein. Hmm. C'est des types, moi tu me les mets en face l'un de l'autre. Ah bah déjà, Alors, on va dire que c'est parce entre que je suis Miles Teller raciste, et celui-là, mais je les différencie pas quoi. C'est juste des randoms blancs avec un regard un peu de chien battu quoi. Est-ce que le dernier jeune blanc-bec, héros type de production Spielberg, c'était pas Shia LaBeouf, quoi? Eh Bah, yes. Bah si, ouais. oui, bah, avec Si, Transformers, ouais. Mais tu là, vois, je crois, j'aurais peut-être préféré Dane DeHaan en fait. Oh, Dwayne DeHaan, c'est quand même chaud, quoi. mais ouais, mais. Non, parce que Dwayne DeHaan, en fait, le truc, c'est qu'il a une tête de version bizarro de Leonardo DiCaprio. Non, mais Ty Sheridan, dans tout Ready Player One, il a une tête de chien battu, quoi. Je veux dire, il m'évoque rien, il a zéro charisme. C'est incompréhensible la manière dont Samantha tombe amoureuse de ce mec, qui est vraiment un tocard, mais intersidéral. Bah, C'est la meuf, elle le connaît elle depuis le genre 10 rencontre minutes avant, et elle lui dit avant non mais ou c'est après toi. avoir gagné. Elle le rencontre Non, après c'est- qu'il ait gagné. Ah, d'accord. Bon, peut-être que c'est parce qu'il il est victorieux et ça le rend attirant. Ouais, mais tu vois, dans leur dialogue, avant même que lui gagne la course, tu la sens intriguée par le mec, mais genre, mais pour quelle raison, quoi? C'est un rando qui a aucun intérêt, et le seul truc qu'il lui dit, c'est Et en plus, Je t'aime. son avatar, c'est un PNJ de troisième plan de Final Fantasy XV, quoi. Donc, le mec, ça donne vraiment pas envie, hein. C'est vrai. Est-ce que vous pensez pas qu'on a déjà mis... Ouais, vous voulez... La question MDR, à la fin de tout l'MDR, je la pose. C'est... Si vous aviez à payer votre place, combien à payer votre place en fonction Alors, de la attends, qualité... on l'a payé, Daniel. Attention. Oui, non, mais si vous avez payer votre place en fonction à combien vous recommandez ce film, voilà. vas-y, papa, commence. Alors, question piège. Moi, en fait, parce que faut être un peu honnête, parce que vous êtes des monstres de mauvaise foi, messieurs. Moi, je le recommanderais au tarif enfant, parce que moi, pour le coup, je l'ai vu avec mon fils de 8 ans. Alors déjà, ça me fait super bizarre quand ils sont rentrés dans Shining, j'ai fait oh wait, genre j'étais pas prêt Et surtout qu'à tout moment, ils auraient pu envoyer Jack Nicholson en image de synthèse. non mais c'est ça, non mais C'était à ça. même au-delà de ça, c'est qu'au bout d'un moment, Shining, c'est pour le coup un film qui peut vraiment être traumatisant,
Et donc, je les vois rentrer dans Shining, je fais oh putain, je vois les petites filles et tout, je fais ok, alors comment ça va être géré? Et en fait, comme tout est désamorcé, enfin, je veux dire, même le sang, c'est presque du sirop à la fraise, tu vois, parce qu'ils nagent dedans, c'est rigolo. Voilà, enfin, du coup, ça tombe complètement à plat, mais bon, bref. Ouais, mais tu vois, je pense que c'est un des problèmes du film, c'est que, effectivement, moi je suis d'accord, si j'avais eu 9 ans en voyant le film, j'aurais certainement adoré. Mais le truc, c'est voilà, que le et film, dans le même temps, parle de problématiques qui sont qu'un enfant de 9 ans va pas comprendre, quoi. L'enfant de 9 ans, il va se marrer en voyant les références et c'est tout. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que du coup, parce que j'en ai discuté avec lui, parce que comme à chaque fois qu'on regarde des films, on en discute. Lui, il a adoré parce que t'as un robot géant qui tape sur Godzilla avec des lance-missiles et des trucs comme ça. Il kiffe. Le problème, alors on va me dire, oui, mais n'était-ce pas toi qui à un moment donné, quand tu kiffais Indiana Jones, c'était pareil parce qu'il molestait des nazis. La différence, c'est que Indiana Jones, il y a un vrai récit et des vrais personnages. Et qui viennent supporter tout ça et qui fait qu'à un moment donné, des vrais enjeux et qui fait qu'à un moment donné le film, au-delà de l'énorme prouesse technique et de mise en scène, parce que voilà, pour moi le premier Jones, ça reste un des films les mieux mis en scène de l'histoire du cinéma, il y a vraiment un tout qui fait que le film est génial et qui fait qu'il traverse les âges. C'est pareil, c'est pas parce que j'ai adoré un film quand j'étais môme que en revoyant aujourd'hui je vais forcément le trouver génial juste pour pas contredire le gamin que j'étais à l'époque. Il y a des exemples comme ça, il y en a des tonnes. D'ailleurs il y en a dans les prochains épisodes de Super Ciné Battle où à un moment donné faut aussi être honnête 2 minutes, et ça c'est typiquement le genre de film, à 8 ans tu kiffes. Et au bout d'un moment, quand tu plus t'avances, je pense que c'est le genre de truc où tu te rends compte qu'il y a rien qui soutient le film. Et ce qui va rester, c'est des images. C'est un film qu'on va se partager par micro-séquence YouTube. Sur YouTube, ouais. Alors, peut-être pour conclure, je veux juste dire que... attends, j'ai pas dit combien je mettais. Ah merde, excuse-moi. Donc papa, il met... Non, mais c'est pas grave. Papa, il met un tarif enfant. Je suis entièrement d'accord sur le côté film dont on se partagera des scènes sur YouTube, ne serait-ce que pour faire arrêt sur image pour compter les références. D'ailleurs, j'imagine que dans les milieux geek US, il doit déjà y avoir 50 milliards de sites, genre Collider et tous ces sites de merde, qui ont fait des arrêts sur image pour te dire toutes les références qu'il y a dans le film. Le genre de trucs qui n'ont absolument aucun intérêt cinématographiquement parlant. Moi, alors, comme je l'ai dit au début, j'ai trouvé que le film était moins affreux que le livre. Déjà parce qu'ils nous ont épargné toute la séquence où l'auteur du livre t'explique pourquoi la masturbation c'est génial. Rien que pour ça, merci les gars. Il y a des choix qui ont été faits dans le film que je trouve vraiment curieux et pour le coup le livre est mieux. Moi, j'ai payé $16,50 pour le voir et il faudrait me payer pour le revoir. J'ai vraiment été énervé en sortant. J'ai détesté, moins que le livre c'est sûr, mais voilà. J'estime que... sortie de la prouesse technique, il n'y a rien, et que c'est un film dont le propos est ringard déjà aujourd'hui, sachant que le livre a été écrit en 2011 avant l'arrivée de l'Oculus Rift, qu'à l'époque la réalité virtuelle, on se disait que ça avait peut-être encore un avenir, qu'on a vu le bid à l'heure actuelle dans les foyers parce que c'est trop cher, parce que les expériences proposées sont pas intéressantes. Oui, parce que c'est naze aussi, faut dire ce qui est, c'est que voilà. la réalité virtuelle, c'est super alors décevant. je suis pas totalement d'accord. Non, mais... Resident Evil en VR. Oui, non mais c'était ouf. Je pense qu'il y avait. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas dire, oui, on va acheter $600 d'équipement pour 2 jeux qui durent 20 minutes. Enfin, non, voilà. repense à mon idée. Le R360 aussi, ça coûtait cher. Et bon, bien sûr, mais repense à mon idée de phase B du film où tu ne vois que des scènes en prise de vue réelle avec les gens avec leur casque dans la rue qui agitent les bras comme des abrutis. Pense à ça. D'ailleurs, la réalité virtuelle, c'est ce qui a permis à la Switch de se vendre aussi bien. Bah oui. Voilà, c'est bien connu. Donc, tout ce que j'ai à vous dire. Moi, voilà, je faudrait me payer pour le revoir. Voilà. Moi, je suis partagé parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont adoré et je vous dis, allez on s'en fout. Testez votre résistance. Testez votre résistance. Moi, je dirais jamais. Il y a combien de gens qui ont apprécié Camping 3, Camping 2 Il y en a des millions. Les Tuches 3. Les Tuches 3. J'ai une. Et toi, t'as pas eu ça, mais moi, j'ai eu une bande-annonce pour les Tuches 3, pour la ressortie des Tuches 3. Et le truc, c'était plus cringe que le film parce que c'était un écran fixe avec un petit encadré dans le coin où Jean-Paul Rouve fait un Snapchat vite fait en mode portrait et filmé de manière dégueulasse. Il arrête pas de bouger sans arrêt. Il y a même pas de chute et ça s'arrête genre voilà, c'est bon, j'ai fait votre merde, me dérangez plus le dimanche matin quoi. Mais putain, tu vois, je suis jaloux parce que t'as eu une bande-annonce inédite. Moi, j'ai dû me retaper la bande-annonce de Mission Impossible. Tu sais que les Tuches 3 quand même, c'est le meilleur. Et en plus, c'est le meilleur. Écoute, je saurais pas juger, j'en ai vu aucun. Mais en même temps, c'est le plus décevant. Vous savez ce qu'on devrait faire ?
Un super non, tuche pas un super battle. tuche battle, non. Si. Super tuche battle. Ah non. Alors Daniel, non. Alors, moi, comme pour Taxi, ce genre de truc, j'accepte de les faire seulement s'il y a des contreparties. Comme pour le Super Saut Battle, tu vois, c'est pas possible. Ah, tu veux que je regarde un truc tout pourri? Voilà, je veux que tu regardes un truc qui te fasse souffrir aussi. C'est pas ok, possible. d'accord, bah imagine quelque chose. Voilà, mais je vais y penser. Ah, mais il y a que 3 films dans Tuche. Hein. Mais par À contre, toi, Daniel, combien tu le mets? Tu peux dire 0, hein. Moi, j'ai dit moins 10, moi. J'ai préféré Tomb Raider, moi. Mais moi aussi, bien sûr, Tomb Raider est carrément meilleur. J'ai préféré Tomb Raider, je recommanderais plutôt d'aller voir Tomb Raider. Même si les effets spéciaux sont moins plutôt réussis. d'aller voir Pacific Rim, c'est dire. Enfin, après, non, faut pas déconner. Pacific Rim, je l'ai apprécié parce que j'ai dormi la première heure. Ah oui, non, mais je déconne pas. La première heure, Pacific Rim Uprising, pour moi, je me suis endormi et je me suis réveillé à peu près au moment où ils sont dans la glace. Ouais, non, t'as pas dormi 1 heure. Mais Pacific Rim Uprising, j'ai trouvé ça moins insupportable que Ready Player One, vraiment. Et c'est nul aussi, hein, mais c'est moins supportable. Bah, disons, il n'y a pas Idris Elba en plus. En plus, ouais. Et je voulais juste terminer sur une petite note, c'est que un pote m'a pris dans ses bras. Il savait que j'ai fait un tweet sibyllin pour dire que c'était relou Player One pour moi. Et il m'a pris dans ses bras, il m'a dit « Daniel, tu n'as plus de cœur. » Et il m'a dit « Tu n'as plus de cœur et t'aimes pas ça et t'aimes pas la ligne verte, il m'a dit. » Et il m'a dit « Comment tu peux ne pas aimer la ligne verte ?» Et voilà, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens quand je vois ce film. C'est vraiment... C'est un film qui me pose plein de questions sur son propre fonctionnement, sur son propre message et qui me déçoit. Et alors que je voulais lui donner le bénéfice du doute quand même. Je voulais pas me laisser avoir par la haine de Benjamin et du bouquin. Et finalement, c'était conforme à ce que je pouvais imaginer. Mais dis-toi que j'ai eu un espoir pendant la scène de course, quoi. Pendant la scène de course, je me suis dit, putain, en fait, ça se trouve, je vais bien aimer. Et puis, la déception n'a été que pour plus moi, forte. c'est le pixel de Spielberg. Hein. Moi, c'est le Emoji Movie de Spielberg. Ouais, ça valait le coup de gueuler sur Emoji alors que les références d'Emoji... C'est ce que disait Ben Zeiss. Ah merde, pardon. Mais bon, voilà, du coup, c'est... Non, mais on le salue. Mais ouais, genre, pourquoi tu dis pas la même chose pour les autres, quoi, alors que celui-là, il le fait de manière presque aussi putassière, quoi. Bah du coup, moi ça me fait penser à Lego The Movie. Alors j'ai pas vu le Lego Batman, mais Lego The Movie qui aussi était pas avare en name dropping pour faire plaisir aux copains des mais marques. je préfère Lego Movie. Je préfère Lego Movie. Lego Moi aussi, Movie, il y a parce une que histoire derrière, quoi. Et Batman Lego Movie aussi. Lego The Movie, il arrive à tenir le choc de ça, même si je trouve que c'est un film un peu hystérique qui a tendance à vraiment me fatiguer, mais il tient mieux le choc que ça parce que justement l'histoire et les personnages sont beaucoup plus attachants et les enjeux sont vachement mieux présentés et surtout ont une vraie résolution. Enfin encore, pour moi, ce qui me sidère dans Ready Player One, c'est que le film se termine. Tout ce qu'on a changé, c'est qu'on a changé de PDG. C'est la seule chose qui change. Comment tu veux t'attacher à des personnages dont le seul truc qui les motive, c'est de pas avoir de pub dans leurs jeux vidéo, quoi. Comment tu veux t'attacher à ça? Apparemment, nous, on n'est pas motivé par la pub dans le RPU. Non mais je déteste la pub, y a pas de problème, mais dans ce cas-là, je veux dire, si mon jeu vidéo préféré il est infesté de pub, ben j'arrête, voilà, point. C'est ça, c'est qu'en fait ils ont apparemment, on nous dit qu'ils ont une vie de merde à l'extérieur, mais on ne la ressent pas. Et le seul truc qui les intéresse, c'est juste mon putain de jeu vidéo. Enfin, c'est même pas une remarque contre le jeu vidéo parce que voilà, j'y ai consacré 10 ans de ma vie. Je joue encore énormément et je pense que je m'arrêterai jamais de jouer. Mais au bout d'un moment, t'es un attardé, c'est tout, voilà. Oui, non mais est-ce que tu serais pas un geek, Stéphane? C'est un geek, c'est ça. Non mais au bout d'un moment, les mecs ne relativisent rien du tout et pas une seule personne de tout le film. C'est ça qui est fou. C'est qu'à un moment donné, oh putain, on a toujours une vie de merde. Notre jeu il est exactement comme avant. Bah tout est bien, c'est super. Quoi? Et d'ailleurs, une petite pensée au personnage de Cadmerade qui tabasse le héros parce que il l'a fait perdre à son jeu. Voilà. Ah oui, c'est vrai, il y a un Cadmerade, ouais. Bah ouais, attends, mais moi je l'ai vu, j'ai dit putain qu'il y avait Cadmerade dans le film, quoi. Attends, de quoi? Ah oui. Le nouveau copain de sa tante, sans déconner, c'est Cadmerade. Oui, d'accord, oui. Non, mais d'ailleurs, son avatar, c'est carrément un Space Marine de StarCraft. Hein. Oui, bah c'est Jim Raynor. Enfin, c'est plus ou moins Jim Raynor. Ouais. Ouais. Bon les gars, c'est prouvé maintenant, j'ai plus de cœur, maintenant c'est prouvé aussi. Vous n'en avez pas non plus. Il est temps de passer à nos recos, non? Ouais. Ah bah oui. Vous m'avez traité d'abruti? Oui. Je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle.
Un type me traite d'abruti, je ne connais pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben, tire-toi, alors. Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots effilés. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance. PD. Ça suffit la haine. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. C'est vrai qu'on a été quand même là, cet épisode. Oh, si peu. Papa, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander ? Tu as le droit de dire non, parce que je sais Non, que si, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé quelque chose. Parce que je ne suis pas un être négatif comme vous. J'ai lu un livre, c'est Le Rouge et le Noir. J'ai lu un livre, c'est Super Ciné Battle Livre et c'est vachement bien. Non, la reco, justement, je voulais passer de la haine à l'amour. Parce qu'en fait, je vais recommander un film d'un réalisateur que je déteste. Et Antoniente. Non, mais qui est un film que j'ai aimé de lui, alors que généralement je déteste son cinéma. Ah, Abel Ferrara. Non, le film c'est j'essaie de deviner de qui Brian tu De parles. Palma. tu sors de là, tu sors de ce studio tout de suite. Non, le réalisateur en question c'est Ben Wheatley. Alors je sais pas si vous voyez Ben Wheatley, ce qu'il avait fait. C'est le mec qui avait fait High Rise, qui avait fait Kill List, et qui en fait sont des films que je déteste parce que c'est des films ultra prétentieux qui en fait essayent de se donner un espèce de faux genre intello, réfléchi, profond, alors qu'en fait c'est para hipster, j'ai envie de dire. Oui, voilà, et qui essaient de la jouer vraiment pointu, alors qu'en fait la seule chose qui intéresse le réalisateur dans ces deux films là, c'est une fascination morbide pour la violence, sauf qu'il refuse de l'assumer et il cache ça derrière. Oui, en fait, moi, je suis des films intello. C'est une hypocrisie folle, que voilà. Et t'es en train de me le vendre là ? Non, mais il a fait un film qui, au contraire, est juste 1h30 de violence gratuite. C'est un film concept. Ça s'appelle Plug-in Baby the Movie. C'est ça. Non, ça s'appelle Free Fire. Je sais pas si vous en entendez parler. Il est sorti l'année dernière, je crois en juin, quelque chose comme ça, dans mon souvenir. C'est un film avec Brie Larson, Cillian Murphy et Charlton Copley, notamment. C'est un beau cast. Ouais, non, voilà. Je suis complètement passé à côté. Hein. Ouais, tout le monde est passé à côté. Et moi, j'ai failli passer à côté parce que, comme dit, je déteste Ben Wheatley, mais j'ai fini par le regarder parce que il sait faire de belles images quand même. Enfin, High Rise, il a ça pour lui, c'est que il y a de très belles images dedans. Mais je déteste ce film, je le répète encore une fois. Et donc là, j'ai quand même fini par le regarder. Et donc, le concept, c'est dans les années 70, il y a deux groupes de criminels qui se rencontrent pour une vente d'armes. Il y a une histoire d'armée irlandaise dans l'eau, mais en fait, honnêtement, tu t'en fous complètement. Et il se trouve que dans les criminels, il y a un incident qui éclate. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y en a un dans le tas, je sais plus exactement, je crois qu'il a tabassé la sœur d'un autre, ou un truc comme ça. Et du coup, il dégaine, il commence à se tirer dessus, et il se tire dessus pendant 1h30. Et c'est tout. C'est-à-dire que c'est un film où les personnages ne cherchent qu'à survivre. Pendant 1h30, ils sont coincés dans un entrepôt, à se tirer dessus, à essayer de trouver un moyen de... Ça a l'air cool, comme tu l'as Ça a l'air génial. Ouais, et ils essaient de sortir de l'entrepôt, de prévenir l'extérieur, voilà. Et en fait, il y a vraiment, et là pour le coup, il assume son goût pour la violence gratuite, et ça marche super bien parce que voilà, c'est le propos du film, et tous les personnages sont un peu à leur échelle des semi-salauds, tu vois. C'est-à-dire que ce qu'il y a de super drôle, c'est qu'en fait, ils se connaissent tous. Tu sais, genre, c'est un tout petit milieu, tout le monde se connaît. On dirait un voyage de presse dans le jeu vidéo, tu sais. C'est genre, tout le monde sait qui c'est. Genre, tu fais bonjour. Puis en fait, il y a moitié qui se détestent. Bah, c'est un peu ça. Et ça joue vachement là-dessus. Et t'as ce côté, oui, à un moment donné, je suis ton pote, mais en fait, je suis pas si sûr que ça. Et t'as des situations qui vont vraiment jusqu'au bout. C'est genre à un moment donné, voilà, comment est-ce que je fais, je suis blessé, caché derrière une plaque de béton de 1 mètre sur 50 cm. Comment est-ce que je fais pour m'en sortir? Et il essaye vraiment d'exploiter chaque micro-concept jusqu'au bout de l'idée. Donc c'est un film qui est assez excessif et très simple et assez excessif à la fois. Et du coup, c'est assez réjouissant à voir. Donc c'est un film que personne n'a vu, qui est passé complètement sous silence, et même moi quand je l'ai vu, j'en ai pas parlé parce que j'en ai pas eu l'occasion, et du coup l'occasion d'en reparler. Donc Free Fire, voilà, c'était une assez grosse surprise. Si vous aimez les films concept, les ambiances années 70, et l'accent de Charlton Copley, parce que là pour le coup il l'assume complètement, c'est même avec les sous-titres t'as du mal à comprendre tellement il prononce son accent sud-africain de manière outrageuse. Voilà, je vous le recommande du coup. Ça me donne envie.
Bah oui, c'est à moi peut-être, je ne sais pas. Oui, à toi, Benji. J'attendais une relance. Eh bien, je vais aussi conseiller un film. Je crois qu'il n'est pas encore sorti en France, mais il devrait sortir très très prochainement. Ah, je vois ce que tu veux dire, c'est celui que j'ai loupé. J'ai pas pu avoir la projo. C'est vrai? Eh ben, écoute, Ouais. c'est L'île aux chiens de Ah, Wes je suis Anderson. deg, parce que j'ai Team Chien. T'es team chien. Et est-ce que tu es team Wes Anderson? J'ai pas l'impression en fait. Quand j'ai Alors- écouté mon Super Ciné Battle, t'as l'air un peu mitigé. Oui et non, moi c'est ups and downs avec lui. Parfois, Ok. parfois je trouve ça génial et parfois, surtout les derniers, ça me saoule. Alors, je pense que c'est pas un film qui réconciliera les gens qui n'aiment pas Wes Anderson avec le cinéma de Wes Anderson. Par contre, pour les gens qui sont clients, et je dois l'avouer, je suis plutôt client en fait, même de ses films les plus faibles, eh bien j'ai passé un excellent moment devant L'île aux chiens, qui donc raconte l'histoire. Il y a une espèce d'épidémie de grippe qui touche tous les compagnons canins d'une ville qui s'appelle Megazaki, une ville imaginaire dans un Japon imaginaire. Et le maire de Megazaki fait voter une loi pour que tous les chiens soient envoyés sur une île de déchets qui est au large de la ville. Ça rappellera peut-être la réalité à certains. Et en attendant, il y a son neveu, donc, dont il s'occupe suite à la mort de ses parents, qui décide de partir sur l'île pour retrouver son chien à lui, qui était en gros son garde du corps. Et il tombe sur une équipe d'autres canidés. Et ces chiens en question sont interprétés par Edward Norton, Bill Murray, entre autres. Et c'est hilarant, en tout cas pour peu d'être client de l'humour des films de Wes Anderson. Moi, je me suis bidonné du début à la fin. J'ai passé un excellent moment, aucun temps mort. C'est vraiment super drôle. Alors, au chapitre des petits regrets, il y a quelques trucs qui sont un peu étranges. Il y a des choix un peu bizarres. Notamment, tous les personnages japonais parlent japonais, sans sous-titres, parce que les chiens parlent anglais. Je vais m'amuser. Toi, tu vas comprendre. Les chiens, eux, parlent anglais, je pense donc pas les chiens que ce sont soit très compréhensibles. compliqué non plus. Non, je pense que. Mais c'est des acteurs. Non, les Japonais sont japonais, c'est pas des chiens. Ah, d'accord, les Japonais Les sont des Japonais, c'est Japonais. des humains. Ah, waouh, c'est high concept. Les chiens, ils parlent tous anglais. Eux. Très concept. Et c'est là où c'est bizarre, c'est qu'il y a une étudiante étrangère interprétée par Greta Gerwig qui est humaine. Et donc, elle parle anglais, mais donc du coup, elle parle chien. Donc, tu vois, c'est pas très logique. Pareil, de la même manière, il y a une interprète pour les propos du maire. Tu te demandes un peu ce qu'elle fout là, quoi. Donc, c'est des choix qui sont un peu hasardeux. Le film s'est fait accuser d'appropriation culturelle par un critique du Los Angeles Times. Et je suis pas vraiment d'accord. Et il est un peu isolé. Il y a pas tellement d'autres personnes qui reprochent ça à Wes Anderson. Même si, faut l'avouer, c'est quelque chose qui lui avait été beaucoup reproché pour Darjeeling Limited, par exemple, avec les bons blancs qui se baladent au milieu des sauvages. Là, je pense que c'est vraiment une approche qui est différente. Toujours est-il que c'est un film d'animation, faut aussi le dire, que c'est exactement dans la même veine que l'animation de Fantastic Mr. Fox, donc quelque chose de très cartoon, et que ces chiens, ils sont formidables, qui sont super attachants, que rien que quand t'as un gros plan sur une tête de chien, t'as envie de rire parce qu'ils sont beaux mais qu'ils sont un peu ridicules à la fois. Et ouais, c'est vraiment un chouette film. Et je ne saurais que trop le recommander quand il sort en France, L'île aux chiens. Et en plus, le titre en VO, c'est Isle of Dogs, qui peut se lire I Love Dogs. Et c'est vraiment une histoire d'amour aux chiens, ce film. Et ça, vraiment, ça fait du bien. Bah écoute, team chien, j'irai. Et moi, tu vois, je suis plutôt team chat et j'ai pourtant adoré. Ouais, papa aussi, il est team chat. Ah, moi, je suis team chat jusqu'au bout, moi. On en a parlé dans Super Ciné. Je voudrais recommander une œuvre d'abord de quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle... Ah merde, attends, c'est comment que j'écorche pas son nom. C'est Ernest Cline. Donc l'auteur... Ah, ça me dit quelque chose. Donc l'auteur de là. Ready Player One. Et en fait, ce mec-là écrivait des trucs assez drôles, en fait. Il avait des textes vraiment rigolos, qu'il a lu lui-même et il en a édité d'ailleurs un CD qui a beaucoup tourné en MP3. Et en fait, je l'ai redécouvert post-factum parce qu'en fait, je connaissais les textes avant, mais je les avais lus et je savais pas que c'était lui. Et en fait, je les ai écoutés et j'ai redécouvert des textes. Et c'est un album qui s'appelle Ultraman is Airwolf. Et il parle de sa passion presque dévorante et de sa passion presque maniaque. Et je disais presque toxique du nerdisme, et il en parle et c'est assez rigolo en fait. À l'époque, avant que ça devienne Ready Player One, genre, il y avait une vraie sincérité de nerd là-dedans. Et j'avais pas du tout calculé que à une époque, j'utilisais beaucoup Airwolf comme terme. Pour moi, c'était un synonyme de cool. Je disais c'est vraiment Airwolf. Et en fait, c'est un des premiers à l'avoir imposé. En fait, je me suis jamais rendu compte que j'utilisais un mot qui a été vraiment popularisé par Ernie Klein, quoi.
Et donc, si vous voulez le trouver, il est disponible gratuitement depuis le temps. Il l'a mis gratuitement disponible sur son site. Donc voilà, je vous mettrai le lien. Et ça s'appelle, encore une fois, Ultraman is Airwolf. C'est que des textes sur la geekerie avant que ça devienne un film dont on a dit beaucoup de bien pendant 1 heure. Mais tu sais que quand il écrit son livre, je pense qu'il est super sincère. Hein. Tu parlais de sincérité. Je crois qu'il est. Alors moi, la sincérité n'est pas une valeur. Enfin, genre littéralement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, qui me préoccupe plus que ça. Mais lui, je le crois clairement sincère. Je crois que c'est pas un mec qui calcule. Et le fait que Ready Player One devienne un truc aussi boursouflé, ça tient de la pathologie nerd. Non mais pour moi. Ouais, pour moi, il est super sincère. Il écrit son bouquin comme il écrirait une fanfic, en fait. C'est une fanfic géante, avec 1 milliard de... Et j'ai même du mal à appeler ça des références. Pour moi, c'est juste du name dropping, quoi. Il y a plein de trucs où il balance le titre, et c'est tout. Ça n'a aucune autre incidence. Mais c'est le gars se fait plaisir, en fait. C'est une fanfic. C'est une fanfic géante de 350 pages. Et je voudrais rajouter que bientôt se termine un comics que j'adore, qui s'appelle The Mighty Thor. Et c'est un comics qui est écrit par Jason Aaron et qui est illustré en grande partie par Russell Dauterman. Et c'est un grand arc qui maintenant s'achève, puisque Mighty Thor, qui est une femme en ce moment, donc c'est à un moment Thor n'était plus assez digne, donc du coup, une mystérieuse femme prend le marteau et tout d'un coup, elle devient Thor. Et donc du coup, ça devient vraiment la déesse du tonnerre. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle ne devient pas Miss Thor, comme ça aurait pu être dans le monde Marvel comme avant. Non, elle devient Thor, et l'ancien Thor, Odinson, donc le fils d'Odin, il continue d'exister et c'est un peu un loser justement. Et alors du coup, il se bataille pour comprendre. Je peux pas ne pas dire qui est la personne derrière l'identité secrète. Et d'ailleurs, ça n'a Ce serait bien de pas le dire quand même. Ouais, mais ça n'a d'intérêt que si tu connais en fait Thor. Mais en fait. Ouais, mais quand même. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est quelqu'un qui a une maladie en fait. Et donc du coup c'est comme si tu disais qui c'est, parce que quand tu lis le premier de Unworthy Thor, tu vois qui a une maladie. Ouais, mais tu peux pas ne pas donner envie de lire Thor si tu dis pas ce point important à mon avis. Mais moi c'est pas savoir qui m'a donné envie de le lire. Ah ouais. Écoute, mais t'es continu ou pas? Je me suis arrêté à Secret Wars, mais j'ai envie de reprendre pour lire la fin de Unworthy Thor en fait. Écoute, moi je prends sur moi ce spoil. Enfin, mais c'est vraiment, il faut lire le bout, parce que du coup, c'est quelqu'un qui baisse pas les bras, qui est vraiment ultra courageux. C'est un personnage très important dans le lore de Thor. Ouais. Et la manière dont il est amené et dont tu vois où ça va, quoi. C'est comme un mélo, tu vois où ça va t'emmener. Et et encore, c'est pas fini. Alors peut-être qu'on aura encore une surprise. Il reste encore un numéro à sortir. Mais voilà, j'ai été ultra touché par Mighty Thor. Je pense que c'est un des meilleurs comics de Marvel de ces dernières années. Il y a beaucoup de très très bons comics Marvel qui s'arrêtent en même temps. Il y a Hawkeye, il y a Iceman qui s'est arrêté aussi. J'en ai parlé dans des émissions précédentes. Ouais. Et du coup, il y a Mighty Thor aussi qui s'arrête. C'est un peu la fin d'une génération. Alors, est-ce que Unworthy Thor s'arrête aussi? Unworthy Thor, c'est une limited série de 5 numéros, je crois seulement. Ah d'accord, c'est déjà fini, ok. Ah, c'est passé à la vitesse de l'éclair. Ah non, je pensais qu'Unworthy Thor continuait en même temps et que tu pouvais suivre en parallèle les aventures d'Odinson. Alors, ça suit en parallèle, mais par contre, c'est une limited série. Pas longtemps. Et ça met ça raconte l'histoire du Thor qui est Unworthy, c'est-à-dire Odinson. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a aussi les beaux dessins d'Olivier Coipel, qui est quand même le dessinateur culte de Thor de ces dernières années, quoi. C'est lui qui a fait le grand reboot de Thor de Straczynski. Donc voilà, c'est vraiment c'est du très très beau dessin aussi. Donc voilà, moi je vous recommande The Mighty Thor, et voilà, c'est encore en parution pour un numéro aux États-Unis et ça devrait pas tarder en France. Très bonne reco. Je crois que c'est la fin, les gars. Ah bah oui, je pense que là on est bon là. Je crois que c'est l'apocalypse là, c'est bon. Mais sinon, Daniel, t'as pensé quoi de Ready Player One en fait? Donc c'est bon, on est prêt, on peut enregistrer. On peut enregistrer là. On peut enregistrer, c'est bon. Allez, record. On fait un clap. Allez. Les gars, ça y est, je tiens un truc. Je pense que le sujet, on devrait parler de Ready Player One. Ouais. Ah, c'est une bonne idée. Et en plus, ça va être la plâtrée des blockbusters. Préparez-vous, quoi. Même toi, t'es pas à l'abri, quoi. Personne n'est à l'abri. D'ailleurs, Death Wish, il est sorti en France ou pas? Parce que je l'ai vu à l'affiche ici, mais j'ai pas osé, j'avoue. Non, il n'est pas sorti chez nous encore. Il sort bientôt. Il
il est prévu pour cet été, je sais plus. Ouais. Et je l'ai pas classé dans notre liste des blockbusters, souvenez-vous. Non, Ah mais moi j'ai un c'est pas contrat moral blockbuster. pour aller le voir. Moi, Et- voilà. Vous savez quoi? Il faudrait prendre notre liste des blockbusters et faire un truc final parce qu'il y a un truc qui s'est passé mais genre avec à la fin de l'année- le delta de l'attente et le delta du résultat et le résultat quoi. Non, mais à la fin de l'année, je propose qu'on reprenne notre liste de blockbusters et qu'on les reclasse, mais dans le, Ah, dans, bah, dans le on vrai va ordre. faire du coup. on va faire le meilleur blockbuster Et- de l'année. Et qu'on Et- inclut et- Tomb et la- Raider. Et oui, on inclut Tomb Raider. Et la meilleure nouvelle de tout cela, c'est qu'on n'aura même pas besoin de se taper Dark Phoenix, vu qu'elle était repoussée en 2019. Alors Yes ça, c'est une Yes super nouvelle. Qui était genre l'avant-dernier, non? oui, c'est Et ça, on quelque n'est chose pas à comme ça. l'abri aussi d'un report de Venom. Hein. On peut te croiser les doigts, les gars. Ah bah C'est vrai. on a quasiment rien vu, on n'a pas Par vu. contre, Bumblebee, malheureusement, je pense que. Ah, alors, et on a, Bumblebee, et on a alors- oublié de classer Alita, à savoir Gun, est-ce quand on a qu'il- fait est-ce notre- Ah, il sort cette année? Non, il sort finalement parce que j'ai cru qu'il était retardé. Non, je crois qu'il sort en novembre Oh. 2018. Hein. T'es sûr, il sort encore en parce qu'il me- Ah, je crois que Il me semble bien, Ah, il a été il repoussé, sort mais il le sort encore en 2018. 19 décembre 2018. À Bah, décembre. Écoute, Ah on oui. ira. Et honnêtement, je vois je vois une caps d'écran là et je suis déjà mal à l'aise en regardant ça quoi. Bah écoute, je propose qu'on le mette en dessous de Robin des Bois. Ah putain, Robin des Bois, vivement. Bon, vous pouvez nous retrouver sur After Eight, le site after8.fr, sur YouTube et puis sur toutes vos applis podcast dédiés. Les gars, où est-ce qu'on peut vous retrouver et si oui, pourquoi? Ah, si oui, pourquoi? Bonne Ben question. écoute, oui, très bonne question. Pourquoi? Bah, pour pas grand chose finalement. Au bout du compte, si tu regardes les choses de façon tout à fait objective, pour pas grand chose. Super Ciné Battle, donc les épisodes à venir sont déjà en boucle. Je vous garantis que c'est des épisodes avec du lourd. Hein, Daniel, on peut quand même dire que c'est des épisodes qui envoient le pâté. Oui, il y a du top tier, il y a des films mineurs Voilà. et puis il y a aussi des grosses surprises quoi, des films Voilà, très il y a- très bien classés. Il y a des surprises et voilà, c'est rappelons, c'est la liste qui nous a pris 1h30. Voilà, à elle toute Ouais. seule. Donc Grâce il y a- à un patriote, on le remercie. Voilà. Donc voilà, du lourd sur Gamecult. Puis voilà, puis après sur Twitter @gkpluginbaby pour partager avec moi vos meilleurs screen caps de Henry Cavill sans moustache. Oh. Bah, c'est vrai, D'ailleurs, voilà et- pourquoi et- vous voulez retrouver papa pour les screen caps d'Henri Cavill. Et d'ailleurs, vous avez vu quand La même vidéo Instagram de Oui. Henry Cavill. bah, évidemment la vidéo Mais- Instagram d'Henry Cavill qui Henry sera Cavill, c'est mon dieu là. Ah bah oui, forcément. Mais surtout Chris Evans avec une moustache. Ah, mais oui. Il fait une pièce de taf. Il a une grosse stache façon Village People. Ça lui va trop bien. Tu préfères avec la barbe de Avengers ou la stache de ta pièce de théâtre? Oh, je préfère avec la stage de la pièce de théâtre, évidemment. Ah, d'accord. Attends, et tu lui colles un blaze en cuir et puis il peut participer au remake de Cruising, là. On est parfait. C'est clair. Moi, j'aimerais bien que dans Avengers 4, on ait Chris Evans avec cette moustache et Sebastian Stan avec la gueule qu'il a dans Aitonia. Ah, c'est vrai, c'est assez sexy quand même. Ouais. Toi, Benji, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah déjà, pourquoi me retrouver? Moi, je vois pas trop. Mais bon, Ouais. si vous y tenez tellement sur Twitter, @KWYXZ, on a le. Moi, j'y tiens le pas, tweet- je m'en fous. Hein, le- mais Ouais, bon. bah oui. Non, mais moi, je comprends. Le Twitter d'After Eight dont on parle jamais, c'est @After8FR, si vous voulez nous suivre, parce que des fois, Ouais. on tweet des trucs intéressants avec ce compte. Et puis, bah, bien sûr, dans After On Eight, se moque After8.fr. souvent. Super CD Battle, ça c'est vous. Mais moi je suis aussi dans Parle à mon Luc, parleamonluc.fr. Et bah oui, on a toujours notre épisode sur Valérian, hein, pour les gens qui se le sont pas encore envoyés. Bon courage. Ah oui, et on n'a pas parlé. Vous avez vu que Netflix envisagerait d'acheter EuropaCorp? Hein, Oui, hein, j'ai lu hein. ça et je suis très impatient parce que ça voudrait dire que Taxi disponible worldwide le même jour par Et moi, ça me alerte permettrait de générale, voir- mon pote. Mais ouais, ça me permettrait de voir tous les films EuropaCorp vachement plus facilement, parce qu'il y en a plein qui sortent pas. Oui, tu sais quoi, je suis toujours surpris par leur politique de film parce que tu vois quand tu vois Cloverfield machin et les autres Cloverfield ils sont pas dispo quoi. Oui, non mais je cherche pas à comprendre la logique. Hein. C'est question de droit, c'est compliqué. Et pour ma part, c'est Cameo Robotics sur Twitter et sur Twitch. Donc voilà, je vous retrouve pour faire des Twitch sur des vieux jeux, sur des jeux récents, avec des guests ou parfois en solo. Viendez, on s'amuse bien voilà, et ça me permet aussi de parler des jeux que je fais gagner du RPU. À ce propos, j'ai un podcast en production, j'ai un podcast de BD et en ce moment, bah écoute, j'ai contacté des artistes pour faire des illustrations. J'ai contacté notre mentor à tous, Fabien, pour un logo.
j'imagine qu'il va donner le meilleur de lui-même. Et quand on va le voir, on va se dire putain, c'est le meilleur logo de podcast de tous les temps. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois, parce que exactement. c'est quand même le meilleur. Je vous dis, hein, j'ai reçu des tote bags Super Ciné Battle. Je vois le logo Super Ciné Battle. Je fais c'est incroyable quoi. Ce mec, c'est trop un dieu. Et il devrait en faire son métier. Hein. Vraiment. Je pense que ce serait. Ouais, faudrait vraiment qu'il gagne sa croûte avec ça. Et donc voilà, c'est déjà bien suffisant. On rappelle qu'on a un bouquin, Super Ciné Battle, le film. Le livre. Tu sais que j'ai fait le même lapsus. Réalisé par Steven Spielberg, le film Super Ciné Battle. J'ai fait le même lapsus pendant le dernier Super Ciné Battle. C'est un livre où je dis du bien de Steven Spielberg dedans. Alors, achetez-le. Ouais. Achetez-le. Mais alors pas du Si bien. vous avez souffert pendant 1h30, là, achetez le livre. Attends, mais tu dis pas du bien de Speed Racer, je tiens à le dire. Mais Bah, il a normal. raison. Je suis objectif. Oh là, mais arrêtez, mais c'est quel... Speed Racer, c'est un peu le préquel de Ready Player One quelque part. Oh putain, oh non, putain, mais t'es vraiment un canon. Non, pardon, excuse-moi. Ah, purée. La méchanceté gratuite, il y a que ça de vrai. Il a dit du mal de Banlieue 13. Et il a bien Arrête. raison aussi. Divulgage pas tout, Daniel. Ouais, il a dit du mal de plein de films que j'aime. Oui, mais toi, t'as dit du mal de plein de bons films, donc tu vois, ça équilibre. C'est vrai. Alors, devine de quel Parce film qu'on je le rappelle, parle. Daniel, tu n'as pas de cœur. Devine C'est de- vrai. Alors, tu sais quoi, on On va faire vient de l'inverse. le prouver à l'instant. Page 85. Devine de quel film je parle. Morale débile, mise en exergue par un scénario à twist à la recette déjà éprouvée. C'est dur parce que c'est plein de films, ça. C'est. Eh ben écoute, achetez le livre pour trouver la Alors, réponse. Je dis Alors, American je vous- History X. Non, et je vous dis, c'est une phrase que j'ai dit. Alors maintenant, je vais dire une phrase que papa a dit. Ne dites pas la solution. Il parle d'un film. New York 1997, sans talent ni intérêt, un long moment bruyant, racoleur et pénible. Je crois que je sais. Moi j'ai trouvé. Ah oui, mais je suis con, c'est moi qui l'ai écrit. T'es bête. Mais je crois que mais en tout cas, je vois un film qui correspondrait parfaitement à ça. Ah bah tu nous le diras hors antenne. Voilà. Tout à Bon, fait. on vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao tout le monde. Tell me, do you let them down gently? Does it only make it harder to let the feeling linger? To drag it out a little longer? Ah putain, on se parle dessus. Tout ça pour qu'au final on le fasse. en Non, même je laisse temps. je laisse un gros silence en me disant bon bah je vais le laisser dire, tu vois. Oui, mais moi aussi, je me suis dit pareil. Est-ce qu'on bip mon quand même? Oui. Ouais. Putain. Ah mais les gens vont se demander qu'est-ce que je dis en fait. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Eh ben, on pourra rêver dans les bonus que tu dis espèce de Fabien Antoniente. Et hop, Et heureusement voilà. qu'on a dit que l'épisode ferait pas 2 heures, 1h46, merci. Et voilà. Pas 2 heures, pas 2 heures. Ah, on en Tu est vois ce pas que là. je ressens? Et tu vois ce que je ressens quand ça approche des 2 heures dans Super non, mais- Ciné Battle? J'ai monté déjà un épisode qui fait 2h30 et là il m'en reste un qui fait 2h20. Ouais. How long will it take before you start to hate yourself and go straight to the arms of someone else? Not just wait till those arms belong to me. And I'm not saying that you love me. I'm not saying any. Bon allez, on se prépare? Allez go. Ah non, mais j'étais prêt dans le ventre de ma mère. Oh putain, mais bien joué, Benjamin, bien joué. Mais oui, c'est ça qu'on veut. Ça suffit. Tic tac, 1, 2, pipe direct dans les caisses. Allez, C'est quoi? Si je pouvais noter le nombre de fois qu'il l'a dit, putain. grosse patate ras du poteau. Mais oui.